Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode. Si vous ne nous connaissez pas, si c'est la première fois que tu nous écoutes, peut-être on se représente une fois, on l'a pas trop fait les dernières fois. Tiens, on va se représenter un tout petit peu rapidement pour les nouveaux qui arrivent. Et puis ensuite, on vous dira quel est le thème du jour. Hello tout le monde et bienvenue sur ce podcast. Comme Yannick vient de le dire, on va juste commencer par une petite présentation. Donc moi je suis Laure, coach mental et future psychologue et j'accompagne des personnes qui veulent se reconstruire après des traumatismes relationnels notamment et qui veulent aussi travailler sur leurs peurs, leurs insécurités, tout ça pour que ça les empêche plus de passer à l'action. Et toi Yannick, dis-nous tout, qui es-tu? Alors, eh ben moi, je suis Yannick et je fais aussi du coaching mental, mais particulièrement, je travaille beaucoup avec la méditation et je l'enseigne depuis maintenant plus de 13 ans, ouais, quelque chose comme ça, 13 ans où je pratique et j'enseigne. Et bah, ça tombe bien par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, parce que la plupart des gens qui viennent me voir et qui veulent commencer la méditation, c'est souvent qu'ils sont un peu stressés. Et c'est un peu le thème d'aujourd'hui, le stress, l'anxiété. On va voir un peu qu'est-ce que c'est, les différences, comment les reconnaître, parce qu'on a eu pas mal de questions. Ouais. Toi particulièrement, tu as eu beaucoup de questions sur les personnes qui te suivent, qui étaient curieuses de ce qu'est le stress, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur comment on le reconnaît, comment on sait Mm. qu'on est stressé, est-ce qu'on voit que c'est peut-être le moment de changer un petit peu, de faire quelque chose. Donc on va aborder ça, on va répondre aux questions, on va différencier, comme je disais, stress, anxiété, et puis on va aussi sûrement voir un petit peu des solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai en plus une mission, c'est de vous faire une petite pratique à la fin. Donc, j'ai deux ou trois idées, je ne sais pas encore laquelle je vais faire, et Feeling, ça on va sera un voir. petit peu en fonction de la direction que prend le podcast. On verra qu'est-ce qui est le plus adéquat sur le moment. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le programme? Et sinon, on va se Ouais, je lancer. voulais juste Ouais. revenir sur ce que tu disais par rapport aux questions. Juste pour les personnes qui nous écoutent, j'essaie de le rappeler assez régulièrement. Les questions, vous pouvez nous les poser sur les comptes Instagram Mhm. qu'on a tous les deux, soit nos comptes perso ou nos comptes, le compte du podcast. On vous les met à chaque fois en description, donc vraiment n'hésitez pas. Et si vous, il y avait des sujets que vous voulez qu'on évoque, à nous les proposer aussi. Pour revenir aussi sur ce que disais, donc le thème c'est le stress et l'anxiété. Et je vous avoue que moi là, je suis un peu dans une période de rush. Donc on a commencé le podcast, il y a eu des petits, Elle est au taquet, alors. Elle est au je suis au taquet taquet. aujourd'hui. Voilà, donc ça va peut-être partir en tangente. Je vais essayer de me recentrer, hein, voilà. Mais bon, vous connaissez la vibes avec nous. Voilà, on a parfois, on peut aussi partir un petit peu en creusant sur certains sujets. Mhm. Mais on va rester quand même, essayer de rester organisé pour aujourd'hui. Et j'ai hâte aussi de voir ce que Yannick va nous proposer pour Je promis. cet exercice pratique. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait d'exercice pratique et on s'est dit que ce serait C'est vrai. bien d'en faire un parce que en plus on avait eu des bons retours, notamment sur l'épisode sur le couple. Les Oui. personnes avaient bien aimé, on avait fait un jeu de rôle. Ouais, Donc l'exercice voilà. que tu nous avais proposé cette fois. Ouais, Ouais. exactement. Donc voilà, petit retour d'exercice pratique, pardon, je vais réussir à m'exprimer. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez l'exercice. Et puis vous allez apprendre, j'espère que vous allez apprendre ou consolider vos connaissances sur le sujet, le stress Exactement. et Et est-ce qu'on se l'anxiété. lancerait justement sur la... Ça correspond pas mal aux questions qu'on a eues sur... Déjà, est-ce qu'on pourrait peut-être identifier un peu en commençant par le stress? Qu'est-ce que c'est? Toi, t'aimes bien, tu sais aussi poser les bases. Et je pense que là, en plus, ça répond vraiment à une Mm. demande des personnes qui nous écoutent de comment est-ce qu'on sait que c'est du stress? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que c'est un truc un petit peu, on le balance à toutes les sauces, le Mm. stress. C'est un petit peu le mot magique aussi. Oui, si tu as ces problèmes, c'est parce que tu es trop stressé. Donc, c'est un peu le truc qui revient, mais que personne sait finalement poser vraiment, Mm. identifier, exprimer correctement ce que c'est. Donc, je te propose qu'on commence par là. Si tu veux peut-être commencer à Ouais. donner peut-être une définition peut-être un peu plus psychologique, scientifique du stress, et puis on pourra partir de là pour développer un petit peu. Tout à fait. Et je vais en profiter, je pense, pour différencier stress et anxiété les deux.
Ouais, on peut faire Parce ça qu'en fait, directement, ouais. ouais, comme les définitions, ouais, je pense que c'est mieux comme Mhm. ça. Avec plaisir, ouais. Donc, le stress, l'idée du stress, c'est que ça va être une réponse qui est immédiate et adaptative de votre organisme, pardon, face à une situation qu'il va percevoir comme menaçante ou comme quelque chose de dangereux. En gros, le stress, ça va être lié à une situation particulière, à un instant T. Et donc, votre organisme va se mettre en place pour faire face à cette situation-là, qui est unique. Alors, parfois, c'est pas forcément unique, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez facilement, entre guillemets, identifier. Par exemple, vous avez un examen à passer, vous allez ressentir du stress. Et une Mhm. fois que l'examen est passé, le stress n'est plus présent. Donc, on voit bien que c'est en lien avec un événement, et donc ça peut être à la fois avant que l'événement arrive et pendant qu'il y a l'événement. Et selon les personnes, ça peut être longtemps avant l'événement. Enfin, après, ça dépend aussi des événements et de chaque niveau aussi de stress des personnes. Mais vraiment retenir cette dimension du stress avec quelque chose de passager, temporaire, qui est lié à une situation particulière. Alors que l'anxiété, ça va être plutôt un état émotionnel qui est plus durable. Donc là, on n'est plus sur passager ou sur du temporaire, on est vraiment sur quelque chose qui reste et qui n'est pas forcément lié à quelque chose en particulier, qui n'est pas forcément lié à une situation spécifique. Et ça peut être une anxiété qui peut durer sur plusieurs mois, plusieurs années. On parle parfois d'un fond anxieux, des personnes qui de base définissent, on va dire ça comme ça, se définissent comme plutôt anxieuses. Et un événement va venir augmenter leur niveau déjà présent de base. Donc à savoir que le stress et l'anxiété peuvent aussi c'est une question d'ailleurs qui a été posée, comment est-ce qu'elles peuvent coexister ensemble et Mhm. comment Mhm. elles interagissent, sachant que le stress peut devenir anxiété aussi, Mhm. euh, et l'anxiété peut alimenter le stress. Ok, Voilà sur une définition un peu plus générale, on va ouais, dire. ok. Moi, j'avoue que j'ai une définition, peut-être pas une définition, mais une approche un petit peu différente, pas complètement, mais pour moi, et là, peut-être je sors justement un petit peu de ce qui est officiellement, effectivement, le stress et l'anxiété, mais selon mon expérience, le stress est plus un état physiologique, une réponse Ok. du corps et de toute sa chimie interne, liée aussi au système nerveux, à ce genre de choses. Et l'anxiété est plus le côté émotionnel. Et ensuite, effectivement, les deux vont cohabiter Mm. à beaucoup de moments dans notre quotidien, c'est-à-dire que l'anxiété va déclencher les réponses de stress et ce genre de choses. Parce que même le stress, on parle aussi de stress sur le corps, d'inflammation en fait. Le stress, c'est aussi une forme Mm. d'inflammation du corps et on peut avoir du stress vraiment au niveau des cellules, au niveau des organes, au niveau de... En fait, le stress, c'est une suractivité du système qui est le corps. Et parfois, comme tu le disais, c'est une réponse instantanée normale. On rentre dans le stress Mm. pour répondre à une situation, c'est-à-dire une situation souvent de ou de survie ou de surperformance, c'est-à-dire que comme tu disais, par exemple pendant un examen, on va devoir être beaucoup plus focus, beaucoup plus présent sur le moment, et donc le corps se met dans un état qui permet cette performance-là. Et ça, c'est une notion normale de stress. Et parfois, ce stress se dérégule, c'est-à-dire qu'il a de la peine à repasser dans un autre état et il Mm. reste en fait en suractivation, en surinflammation en fait, sur des périodes trop longues. Voilà moi comment je vois un peu plus Mm. le stress de mon côté. Je ne sais pas si ça rentre dans ta définition ou si c'est contradictoire. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si c'est contradictoire, mais disons que c'est quand même un peu différent parce que vraiment la différenciation se fait entre les deux, entre stress, anxiété, entre la temporalité finalement. Ok. La temporalité, si ça reste ou pas, et si c'est lié à quelque chose en particulier ou pas. Euh,
ce que j'évoquais sur l'état. Tu vois, l'anxiété, ça va être un état. Et en fait, ce que tu évoques, c'est plutôt des manifestations, enfin, en tout cas, de comment c'est théorisé, on va dire, psychologiquement, des manifestations du stress ou de l'anxiété. Donc, tu as les manifestations corporelles, Mhm, ce que tu as commencé un petit peu à évoquer. Alors, ça peut être différent selon les personnes, mais en général, on retrouve quand même les mêmes éléments. Hein. Quand vous vous sentez stressé, ça peut être par exemple la boule au ventre, avoir mal au ventre, la gorge serrée, au niveau de la poitrine aussi, commencer à transpirer. Euh, et finalement, l'anxiété, ça peut être à peu près les mêmes manifestations, sauf qu'elles vont être plus persistantes et peut-être plus intenses aussi. ok. Et après, ce que tu évoques sur la dimension physique, ça m'a fait penser à tout ce qui devient chronique en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, le stress devient... On va prendre un exemple, ça va être peut-être plus simple Mhm, pour mhm, avec comprendre. plaisir, ouais. Euh, Vous êtes dans votre travail et en fait, il y a pas mal de choses, beaucoup d'éléments qui s'accumulent et qui fait que euh, vous commencez à développer un stress qui est plus simplement lié à une situation spécifique, mais à plusieurs situations spécifiques qui sont tout le temps présentes en fait. Et du coup, le stress, comme je disais au début, où il s'en va après que l'événement n'est plus là, en fait là, il s'en va pas parce que soit l'événement continue, ou soit il y a des choses qui vont remplacer le premier événement. Et donc là, on peut parler, donc c'est sur une dimension accumulation, répétition et sur la durée de stress chronique. Et le stress chronique, et ça, il y a des études scientifiques Mhm, qui ont mis ça en avant, ça joue sur la dimension corporelle et on peut développer, alors sans forcément aller jusqu'aux maladies, même si on peut développer des maladies liées au stress chronique, mais en tout cas, ça peut développer des inflammations, comme tu disais, ou, euh, ou par exemple, enfin, moi, l'exemple là que j'ai en tête, c'est par exemple des personnes qui vont développer de l'asthme euh, mhm, aussi. Euh, je parlais des maladies tout à l'heure, il y a les maladies auto-immunes aussi qui peuvent être ouais. développées par rapport à cette accumulation-là du stress chronique. Euh, donc, c'est plutôt vu en fait comme des manifestations, soit du stress, soit de l'anxiété. Donc, il y a la dimension physique. Donc là, je vous ai dit un peu entre guillemets dans l'extrême hein, des maladies ou Bien sûr. des problématiques qui peuvent se développer. Euh, Tu m'arrêtes hein, si tu veux Non, 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 intervenir non, hein, parce vas-y, que vas-y, vas-y. j'ai. Ok. Donc, il y a les manifestations physiques, manifestations des pensées. Donc, le fait, par exemple, euh, d'être focalisé sur l'événement, en fait, de ruminer, de penser à l'événement. Euh, Là, les ruminations, ça peut être aussi quand on est anxieux. Hein. Mais du coup, quand on est anxieux, ça va être en général. C'est pas forcément que Ouais. sur quelque chose en particulier. Et après, on retrouve difficulté de se concentrer aussi parce qu'on est tellement pris aussi par ce qui génère le stress ou l'anxiété. On peut aussi parfois développer un peu une confusion de la pensée. Donc, tout ce qui va être lié à ce que nous on appelle le cognitif, une des manifestations, et la dimension émotionnelle qui est un petit peu liée au corporel que j'ai évoqué là sur les sensations. Et puis, il va y avoir, pardon, aussi les comportements qui en découlent. Les comportements qui ont pour but de faire face justement au sentiment de stress. Et on retrouve notamment des comportements de type survie comme la fuite, le combat, Mhm. l'évitement, non, l'évitement, pardon, je mets la fuite, le combat, la soumission et le dernier, le figement, pardon, voilà. Pigement, ouais. Ouais. Euh, bon, ça fait beaucoup d'infos là que je donne, donc n'hésite pas, Yannick, Ouais, ouais. à Non, tout à m'interrompre ou fait. à me poser des questions Tout à fait. En sur... fait, pour ceux qui nous écoutent, genre là, au début, en fait, on vous donne un petit peu les définitions et on essaie Hmm, aussi de trouver du vocabulaire commun. Parce que c'est-à-dire ouais. qu'on vient pas forcément des mêmes traditions, des mêmes manière de voir ces manifestations. Et c'est vrai que ça nous permet aussi Hmm, de parler hmm. de la même chose et qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose quand on parle d'anxiété, de stress, etc. Donc maintenant, ça me permet aussi de voir que au niveau psychologique, le stress, la définition, donc c'est quelque chose de temporaire sur le moment, etc. Et dès qu'on est plus sur le long terme, on parle d'anxiété. Pour moi, en fait, c'était là où j'avais pas la même définition. Hmm. C'est que
pour moi, on peut avoir du long terme qui est juste du stress chronique, mais qui n'est pas forcément de l'anxiété, qui est une forme vraiment physiologique de stress chronique et de suractivation, notamment justement du système nerveux, et pourtant qu'il n'y a pas forcément cette appréhension du futur, de l'anxiété, de chercher forcément des scénarios, etc. Même si la réalité, c'est que dans 80% des cas, ces deux choses, elles sont ensemble. On voit une activation du Mm. système nerveux et du stress corporel, ce stress chronique qui reste, en fait, cet état de survie peut-être est plus adapté que stress. Ouais. Cet état de survie est peut-être un meilleur mot pour pas, en fait, utiliser le mot stress qui a une définition bien figée, visiblement en psychologie. Peut-être état de Mm. survie, donc prolongé, en fait. Oui, c'est ça, sachant que, juste pour revenir sur la dimension corporelle, c'est qu'en fait, finalement, c'est le corps, l'esprit qui est en état de tension, C'est ça. finalement, permanent. Et c'est ça qui va jouer, du coup, sur les manifestations, corporelles et ce que j'ai dit tout à l'heure sur le développement de maladies ou d'autres Mhm. difficultés, physiques. C'est que ça joue énormément sur, c'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre le psychologique et le physique, qui est maintenant beaucoup 100%, ouais. plus en compte de notre côté. Avant, c'était un petit peu délaissé, même si, bon, Ouais. selon certaines pratiques, c'est toujours aussi, parfois pas toujours pris en compte, mais c'est important de préciser ça, de se dire que la dimension physique et la dimension psychologique sont quand même très, très liées entre elles. Euh, voilà, c'était juste pour faire un point là-dessus. En fait, il y a une question aussi qui a été posée sur le développement des maladies somatiques Ouais. liées. On nous a demandé quel type de maladie somatique ça engendre. Je me dis, comme on est sur ce sujet, peut-être qu'on peut répondre directement maintenant. Ouais, bah vas-y. Euh, ok, j'y vais, ça marche. Ouais, lance sans sens. Vas-y. Shoot for it. Vas-y. Du coup, il y a des maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui va être lié au cœur notamment, puisque comme on est dans un état de stress ou d'anxiété, ça fait beaucoup travailler aussi le cœur avec, Mhm. vous pouvez le sentir, accélération du rythme cardiaque par exemple, ce genre de choses. En fait, ça vous met dans un état qui va vous permettre de passer à l'action. Tu parlais tout à l'heure d'état de survie. En fait, c'est ça, c'est que votre cerveau perçoit un danger, ah ben, il faut que je me protège de mon danger. Et une des manières de se protéger, ça va être par exemple de fuir ou de combattre. Et donc pour ça, Mhm. il faut que j'ai l'énergie nécessaire pour le faire. Donc ça va engendrer des réactions physiologiques. D'où le fait qu'on Exactement, ouais. va mettre plus de sang, enfin pomper un peu plus le sang dans les parties du corps pour par exemple aller, pour, par exemple courir. Et donc si c'est quelque chose qui va être constant ou en tout cas répété, bah du coup ça peut créer plus de tension après, d'où Voilà. Le cœur, il ce est pas type de fait maladie hein, que... pour ça. Il est pas fait pour être tout le temps en mode, genre, je suis sportif de haut niveau, là, 100% du temps, etc. Il a aussi besoin de repos. Et ça, c'est ce qu'on lui offre pas Mm. quand t'es tout le temps en mode survie. Donc, effectivement, on sait tous, hein, si on use trop un truc, bah, ça va mal se passer. Pour utiliser des termes vraiment Exactement. comme, pour que tout le monde comprenne, voilà. Ouais. Vous êtes en train d'arracher sur un point de votre corps. Donc le cœur, là en l'occurrence, il y a plein d'autres endroits où effectivement on le suractive, et Mm. comme une voiture qui roule beaucoup trop tout le temps en sur-régime, etc., et ben, au bout d'un moment, c'est pas Mm. super bien pour la machine, quoi. Exactement. Donc ça peut créer ouais, de hypertension, par exemple, ou des AVC, des infarctus, enfin voilà, Mhm. tout ce qui va être lié à ça. Tu as aussi des troubles intestinaux, Ouais, euh, bien sûr. gastro-intestinaux, qui peuvent aussi se développer suite à un stress chronique ou une anxiété un peu permanente. Tu vas avoir aussi des maladies, par exemple le diabète, qui peut être aussi lié à ça. Donc des maladies qu'on appelle métaboliques et endocriniennes. Alors je suis pas médecin, hein, donc je vais pas vous faire le détail, mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de quel type de maladie peuvent être liées. Et évidemment, si vous avez cette maladie ou si vous vous retrouvez dans ça, ça ne veut pas dire que c'est forcément
enfin, c'est pas la seule cause, on va dire. Le stress ou l'anxiété, c'est pas non plus la seule cause. Il peut aussi y avoir des causes organiques. Euh, Ce qui est sûr, après, c'est que même si on ne dira pas forcément que c'est la cause, ce qui est sûr, c'est que le stress va pas aider sur ce type de maladie. c'est ça, exactement. C'est que Voilà. ça peut amplifier la probabilité de l'apparition, quoi. Euh, Puis il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, les maladies du système immunitaire Très, très lié, ça, ouais. qui peuvent aussi se développer. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi, Yannick? Dans le physiologie, bah, après, on va avoir tout ce qui est lié à l'inflammation du corps, hein. On sait que même Mm. certaines allergies sont liées au stress. On sait Oui. que, puisqu'en fait, dès que tu actives le mode survie, tu actives aussi ton système immunitaire qui va créer une inflammation dans le corps. Normal, c'est son but, hein. Il se prépare et on va se dire oui, mais pourquoi est-ce que mon stress il active mon système immunitaire? Mais ça, c'est une réponse de survie simple, c'est-à-dire que Mm. quand on se prépare à survivre, ça veut dire que potentiellement on va peut-être se couper, on va peut-être faire des choses comme ça, et donc le corps il prévoit, il envoie le système immunitaire pour prévenir les infections, pour prévenir ce genre de choses, et en fait il l'active tout simplement. Donc toutes ces il faut comprendre, c'est pour ça que j'aime bien la théorie de ce mode survie, parce que ça parle plus que de se dire qu'on est Mm. en stress ou en ce genre de choses, parce que on comprend vite que si on est en mode survie, c'est un truc qui doit durer un petit moment et qui est fait pour faire fonctionner la machine à plein régime, Ouais. pour se protéger, pour Mm. survivre, c'est le mot, en fait. Et donc, le problème, il n'est pas dans cette apparition, cette manifestation-là. Le problème, il est que si ça dure, Mm. le corps n'est pas fait pour supporter ça. Et comme il n'est pas fait pour supporter ça, eh ben, tout ce qui est activé en mode survie et qui va être lié de près ou de loin à notre corps, si on le fatigue tout le temps, on le suractive tout le temps, eh ben, ça va créer des espèces de problématiques autour, en fait. C'est comme un immense arbre, comme ça, de Mm. cause à effet. Eh ben, si notre système hormonal il est dans un état particulier et qu'il il reste dans un état où il n'est pas fait pour rester dans cet état tout le temps, si notre système immunitaire il est tout le temps dans cet état, notre cœur, le sang, si le sang il va plus en digestion parce qu'il est tout le temps dans les muscles, eh ben voilà, logique, problème de digestion, problème de tout ça. Et en fait, c'est vraiment ça, se dire que si on est en mode survie, c'est cool sur un moment, mais c'est pas cool sur le long terme. Mm. C'est pour ça que j'aime bien cette théorie du mode survie, de ce genre de Mm. choses dans le Mm. système nerveux, même si je note bien et j'accepte tout à fait que ça soit quelque chose qui est une vulgarisation Mm. du système. Mais c'est quelque chose qui est facile à appréhender pour notre esprit, à mon sens. Ouais, tout à fait. Et je voulais rajouter par rapport à cette notion de survie, c'est quelque chose de subjectif. Mhm, C'est-à-dire qu'on n'est pas sur... enfin, c'est l'interprétation de notre cerveau de qu'est-ce qui est dangereux ou qu'est-ce qui est menaçant en fonction de notre propre histoire, de qui on est, de ce qu'on a vécu, de comment on aborde les choses. Je rajoute ça parce que j'ai remarqué que souvent quand j'utilise cette dimension du mode survie, mhm, les gens ils se disent ouais mais c'est bon, enfin j'ai pas un danger immédiat de mort en fait. Enfin tu vois ouais, t'as un peu cette conception là, mais en fait la dimension de ce qui est dangereux, ce qui est menaçant, c'est subjectif mhm, et ça dépend vraiment de chaque personne. Après, on peut retrouver des choses un peu plus objectives. Je donne toujours l'exemple de si tu croises un lion dans la rue qui fonce vers toi, bon, là, on peut se dire que tout le monde, possiblement, va se mettre en mode fuite. Oui, ou il y en a qui pourraient peut-être se mettre en mode combat, mais en tout cas, enfin, on voit quand même là que c'est un danger immédiat pour la survie de vie, carrément mhm, mhm. l'espèce, de son espèce humaine. Euh, mais il y a aussi une dimension plus subjective, parce que par exemple, si vous devez passer un examen, vous savez bien que vous n'allez pas mourir. Voilà, que c'est pas un danger dans lequel ça a une atteinte à votre vie. Mais ça Et crée quand même un... ça peut, je pense, en fait, parce que en vrai, le problème, il n'est pas l'examen en lui-même, le problème, il est les enjeux de l'examen. Mhm. C'est-à-dire que si tu rates l'examen,
potentiellement les conséquences vont te mettre dans la merde, dans ta tête en tout cas. Parce que par exemple, tu peux te dire, voilà, c'est mes examens finaux, si je les rate, j'ai Ouais. gâché tant de temps de ma vie, je vais me retrouver avec un métier de merde ou j'en sais rien. Je vais pas pouvoir avoir ma promotion, donc je vais pas pouvoir continuer de me payer à manger de ça. Puis le cerveau, il anticipe aussi Mm. beaucoup parce que tu disais objectif, mais même si on reprend le truc du lion, la réalité, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un lion. Il suffit d'avoir une possibilité qu'il y ait un lion pour que le Mm. système anticipe déjà et se dise, je fais mieux de me mettre en mode survie parce que peut-être qu'à cet endroit-là, il y aura un lion. Parce qu'en fait, dans la nature, c'est ce qu'on Mm. faisait en fait avant, c'est que d'un coup, tu passais vers un chemin où potentiellement à ces endroits, il y avait des traces de lions souvent et des choses comme ça. Donc, le système, il se mettait déjà en mode survie à ce moment-là. Il n'y a pas de lion. Il y a Mm. une probabilité de lion. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, là, quand tu évoques ça, moi, je pense plutôt à l'anxiété, du coup. Tout à fait, mais qui met ton corps dans le même Quand, état. oui, mais du coup, c'est pour ça que je fais la distinction entre la dimension subjective et objective. C'est-à-dire OK? que euh, là, dans nos sociétés actuelles, Mhm. ou en tout cas dans notre vie de tous les jours, hein, si vous allez dans certains pays, possiblement vous allez rencontrer des lions et ça va être plus dangereux. Euh, mais il n'y a pas cette, comment dire, il n'y a pas ce besoin d'anticipation du lion comparé à quand on était dans les moments des cavernes. Tout à fait. Du coup, le fait de d'anticiper, de projeter, de planifier, et c'est là où on devient sur une dimension euh, limitante et gênante de l'anxiété, c'est quand ça va venir en fait euh, obstacle ou en dysfonction de notre vie de tous les Mhm. jours. Donc, Tout à fait, ouais. imagine, tu te dis, j'ai peur de croiser un lion. Donc ça, c'est l'anticipation. Si je vais Mhm. à tel endroit ou si je fais telle chose, je risque de croiser un lion. Du coup, je vais pas le faire. Donc, évitement, la stratégie d'évitement, je vais m'empêcher d'aller à cet endroit, alors qu'en fait, cet endroit, ça pourrait vous apporter quelque chose de bénéfique. Bon, là, on est parti sur le lion. C'est peut-être un petit peu très schématique, mais on va apprendre quelque chose un peu, les ponts. Une personne qui ont des phobies des ponts, tu vois, par exemple, une OK. phobie. Euh, eh bien, elles vont s'empêcher d'aller dans des endroits où il faut passer par un pont. Mhm. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, ça peut être très limitant. Mhm. Ça va jouer ça peut jouer par exemple sur le travail. Enfin, vous pouvez pas trop vous déplacer parce que ça se trouve, des ponts, il y en a quand même, il peut y en avoir assez souvent. En fait, c'est quand ça vient euh, gérer, contrôler un peu notre vie de tous les jours. C'est Donc clair là, on est ce sur... que Ouais, tout j'évoque. à fait. Donc en gros, et je suis totalement d'accord avec toi, il y a la partie physiologique, physique, quand on parlait au départ de cet état de survie. Et après, il y a aussi la réponse psychologique et Mm, émotionnelle qui va être de créer des stratégies pour mm, éviter ou bien combattre, enfin pour faire quelque chose à propos de ce mode survie. C'est-à-dire que, ok, là, je me suis mis dans un état physiologique de survie, qui n'est pas forcément tout le temps le cas, on est totalement d'accord, mais qui va être souvent là, même si tu vois, genre justement, quelqu'un qui va avoir peur des ponts va arriver devant un pont, son corps physiologique va se mettre en réaction aussi. Et ensuite, il va essayer de mm, trouver des stratégies pour éviter de passer le pont, parce que bah, forcément, psychologiquement, on va d'abord essayer d'éviter le problème, c'est la première stratégie mm, pour essayer de faire quelque chose pour ce problème. Quand il n'y a pas possibilité d'évitement, bah, potentiellement, on va aller choisir entre le combat ou bien le figement ou ce genre de choses. Alors après, ça, c'est aussi quelque chose dont on peut parler, effectivement. C'est mm. différents modes de réaction. Mais donc là, on est sur la réaction face au Oui. problème, au sentiment, en fait, si je comprends bien. Ah, tu me dis si... Oui, 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 tout à fait. En fait, j'appuyais sur le fait que il n'y ait pas de danger réel pour la survie,
Mhm. mais je perçois ou je crée moi-même cette perception. Tout à fait, tout à fait. D'où la dimension que j'évoquais tout à l'heure sur les pensées, en fait. Mhm. Euh, dans la réalité en face de moi, il n'y a pas forcément de choses qui pourraient être faire peur, enfin, oui, gênantes pour ma survie, mais mes pensées vont créer cette réalité pour moi-même, en Mhm. fait. Et ça sera tout aussi vrai. Ouais, tout C'est à ça fait. qui est important, effectivement. En tout cas, pour le cerveau et pour le Mm. corps, ça l'est. Même si une partie de nous trouve ça Ouais. ridicule, parce que c'est souvent le conflit qui va commencer à se créer dans Mm, notre mm, tête, hein. mm. On va arriver devant un pont, on va se dire j'arrive pas, j'arrive pas. Toute la réponse physiologique va se faire, faut que je l'évite, faut que je l'évite. Et une petite part de nous va dire mais qu'est-ce que t'es con? Pourquoi tu veux éviter ce pont? Il y a rien, regarde ce pont, il est là, il est bien attaché, il est bien, il va rien se passer, je veux dire. Et pourtant, Mm. il y a quand même ce truc, cette réponse instinctive, je dirais même, comment on dit, animale, Mm. qui veut pas, qui veut essayer de nous protéger, en fait, qui veut dire, non, t'inquiète, je sais que tu le vois pas là, mais crois-moi, c'est dangereux, c'est pas cool, les ponts. Mm. Oui, c'est des automatismes en fait. C'est-à-dire que pour X raisons, donc là c'est en fonction de chaque personne, hein, mais le cerveau a vu cette chose-là comme quelque chose de dangereux. Il a Hmm, construit une représentation que les ponts, c'est dangereux, ça peut être les araignées, c'est dangereux, euh, pour, pour X raisons. Parfois, on ne sait pas forcément la cause. Euh, Parfois, c'est en fonction des expériences qu'on a vécues. Bon, je dirais la plupart du temps, c'est quand même des expériences qu'on a vécues. Ils avaient fait, ça me fait penser à une expérience. Donc ça, comment est-ce que ça, c'est dans les thérapies comportementales et cognitives. En fait, ok. c'était d'identifier comment, parce que la base des thérapies comportementales et cognitives, c'est que nos difficultés adultes, on les a apprises. En gros, c'est Mhm, une thérapie qui prend en compte la manière dont l'être humain apprend. Et une des mhm. manières d'apprendre, c'est par association. Et du coup, ce qu'ils avaient fait, parce qu'ils ont testé leur théorie. Bon, alors ce genre d'études, je pense qu'aujourd'hui, on les ferait pas parce que éthiquement, c'est pas Une autre époque. forcément, voilà, une autre époque qui n'était pas si Ouais. lointaine, mais quand même une autre époque. Je crois qu'il s'appelle Albert. Ils ont pris un bébé, un vrai bébé, hein. Enfin, je sais plus quel âge il avait, peut-être 2, 3 ans, qui s'appelle le petit Albert. Et en fait, le petit Albert, ils lui ont conditionné une phobie qui est, Bah, j'espère qu'il a eu je un vois, bon, un bon gratuit pour thérapie à vie, hein, parce que le pauvre. même pas. Après, il doit essayer de refaire l'expérience pour la déconditionner, pour lui enlever la phobie. Mais les parents, ils Merci. ont dit, voilà, non, non, non. Ils ont eu trop peur que, vu ce que ça a fait. Les études psychologiques, des fois, elles sont fun, hein. Vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. Ça m'a fait trop fait rire. Pas de souci. En fait, il me semble que c'est un rat. Faut revérifier, mais je crois que c'était avec un. Non, attends, juste 2 secondes, je vais vérifier parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est peut-être un lapin. Mhm. Bon, c'est bon, j'ai trouvé. C'est un rat blanc. Voilà. Donc, ma première intuition était la bonne. Donc, en fait, au début, il fait jouer le petit Albert avec un rat blanc. Le petit Albert, il est content. Voilà, il joue avec son rat. Il n'y a aucun problème. Et puis, petit à petit, la personne qui a fait la recherche va commencer à chaque fois que il fait apparaître le rat blanc, il met un bruit fort. Genre un bruit, il frappe, un truc de métal, je crois, il frappe. Et bah, pour l'enfant, ça crée de la peur, en fait. Voilà, Ouais, c'est pas très sécurisant. Et il répète comme ça. À chaque fois qu'il amène le petit rat blanc, il fait le son. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, c'est que l'enfant associe le rat blanc avec le son. Donc en fait, ce qu'il va associer, c'est l'émotion qu'il ressent quand il a le son, la peur, au rat blanc. Et donc, à partir d'un certain temps, il arrête de faire le son, celui qui a fait la recherche, et il amène juste le rat blanc au petit Albert. Et sauf que comparé au début où il était content de jouer avec le petit rat blanc, bah là, là, il est moins content de jouer avec le petit rat blanc. tout de suite. Et là, en fait, il a développé une peur
devient une phobie après, du rat. Mais en fait, du coup, c'était une peur qui a été créée. Donc, Ouais. on appelle ça un conditionnement de la peur. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'après, cette peur-là, elle a été généralisée à d'autres objets blancs. Elle grandit. C'est comme si le truc se propageait, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'était plus simplement les rats. Après, il y avait le lapin, du coup, le Mhm. fameux lapin que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça peut être des chiens. En fait, tout ce qui va être similaire finalement au rat, donc la couleur blanche, mais aussi alors, c'était pas que des animaux, il me semble. Euh, mais je vous ai dit cet exemple-là pour vous montrer comment est-ce qu'on peut créer en fait des peurs Mhm. par Mhm. Mhm. association. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les peurs, elles se construisent, les phobies, l'anxiété, ça se construit aussi en fonction de ce qu'on a vécu et de qu'est-ce que votre cerveau a associé comme dangereux en grandissant. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette dimension subjective. Ce qui va faire anxiété ou ce qui va faire stress pour certaines personnes, c'est pas forcément pour d'autres. Ouais. Ça dépend de ton vécu. On peut imaginer quelqu'un qui a dû faire, quand gamin, un petit exposé devant la classe et a bafouillé beaucoup et tout le monde s'est fichu de lui et puis il a vécu un moment émotionnellement très difficile. Après, il aura de la peine à parler devant les gens ou alors à faire une prestation et puis plus en plus, ça va être à discuter et puis ça peut se propager comme ça avec de l'anxiété sociale et puis après à se dire que les gens sont dangereux parce que c'est eux qui se sont moqués de moi. Et en fait, même si c'est pas logique, entre guillemets, c'est Hmm, quand même logique dans le sens que le cerveau, il essaye en fait encore une fois, de nous protéger, c'est-à-dire de dire hmm, que tout ce qui est un sentiment désagréable, dangereux, on va essayer de l'identifier pour pas que que ça se reproduise en fait. C'est un petit peu ça. tout à fait, exactement. En fait, ça paraît logique sur le moment. C'est-à-dire que Mhm. euh, s'il y a ça, c'est que ça sert à quelque chose. En fait, c'est ça. Et c'est là où on joue sur l'utilité de vos émotions, de vos ressentis. On en avait parlé un petit peu dans l'épisode sur les émotions. Si elles sont là, c'est qu'il y a un moment donné, elles ont servi à quelque chose. Ouais. Et donc là, typiquement, dans le cas de l'anxiété et du stress, puisqu'on vous parle de survie, en fait, c'est votre cerveau vous dit, ah, ça c'est dangereux, il faut que je fasse quelque chose pour m'en protéger. Mhm. Sauf que ça pouvait être pertinent au moment où ça a été créé, où la peur a été créée, mais plus tard, vous êtes dans un autre contexte, c'est plus pertinent. Mais votre cerveau, il fait pas la différenciation. Il s'est dit, oulala, là, ça m'a fait souffrance ou c'était dangereux. Et ben, je vais garder ça en tête pour toutes les fois qui vont suivre. Sauf que toutes les fois qui vont suivre, les fois d'après, peut-être que, ben, en fait, c'est pas dangereux et c'est tout à fait sécurisant. Mais lui, il fait pas la distinction. Ouais, en fait, il, il essaye c'est un très grand prudent, en fait. Il vaut mieux prévenir que guérir, quoi. On pourrait dire ça comme ça. C'est C'est-à-dire que ça. il vaut mieux trouver un maximum de situations dangereuses et puis que rien n'arrive, plutôt que Mm. d'être un peu trop olé olé et de se dire genre ouais, on verra bien comment ça se passe et que on revive une situation qui nous a déjà porté préjudice dans le passé. Après, c'est quand même hyper euh, limitant et débilitant Mm. euh, de laisser notre cerveau faire ça parce que ça a un prix. Et ce prix-là, c'est notre liberté, entre guillemets. C'est-à-dire que si on le laisse nous protéger de tout, qu'est-ce qui nous reste? Mm. Et ça, c'est une question que chacun doit répondre personnellement. C'est-à-dire que je suis pas là du tout pour juger, etc. Hein. Vraiment, il y a plein de personnes qui sont dans cette situation où nos libertés se sont restreintes à cause de nos peurs, de notre anxiété, de nos stress et ce genre de choses. Mais à un moment, la question, c'est est-ce que cette protection qu'on a mis en place, ce fait d'éviter plein de dangers, est-ce que ça nous laisse une vie qui est suffisamment passionnante, stimulante, intéressante et puis qui nous convient, ou est-ce que cette protection a eu pour coup notre bonheur, entre guillemets, Mm.
ouais, le fait d'être bien dans sa vie et de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, d'aller vers les objectifs qu'on veut, d'aller vers la vie qu'on veut, etc. Ça, c'est une question qui est assez Mm. individuelle, je pense. Oui, tout à fait. Et quand on fait des accompagnements, alors je vais parler personnellement peut-être plus du côté psy, mais en Mhm, fait, l'idée, c'est pas de forcément tout changer, par exemple, à propos de nous. En fait, ça va être vraiment de travailler sur les choses qui sont limitantes, qui font souffrance. Par exemple, si vous avez peur des avions, mais que vous prenez jamais d'avion et que ça vous intéresse pas et que ça vous gêne pas, bah en fait, bon, bah il n'y a pas forcément besoin de travailler sur votre peur des avions. mhm, Donc ça va être vraiment en fonction de vos contextes de vie, de vos envies de vie et de voir si il y a des choses qui vous bloquent et dans ces cas-là, bah ok, on va pouvoir travailler dessus. tout à fait, ouais. C'est est-ce que ça en vaut la peine? Moi, j'ai mon Ouais. exemple. Bah, tu parlais des avions. Le... Alors, pour la petite histoire, les avions, on n'a jamais été potes. Genre, vraiment, vraiment pas. Mais j'adore voyager. Ah, problème. Comment qu'on fait? Yannick, il adore voyager, mais dès qu'il prend l'avion, il transpire tout son corps, il devient tout blanc, et puis il est stressé tout le long et il écrase la main de sa chérie. Bon, vraiment très désagréable. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, OK, c'est où bah, j'accepte cette peur et puis je pense que ça en vaut pas la peine pour moi de me mettre dans des situations très désagréables pour diminuer cette peur et puis m'en libérer. Mais le problème, c'est que dans ce cas, je pouvais pas partir et faire ce que j'avais toujours envie de faire. Mm. C'était vraiment de voyager, etc. Et ben voilà, le prix était plus important que le désagrément. Donc, Mm. j'ai travaillé dessus et ça va mieux. Mais en fait, c'est parce que la limitation que cette peur avait créée dans ma vie était trop coûteuse pour moi à ce moment-là. Mm. Sinon, je pense pas que je l'aurais fait, pour être honnête. Oui. Oui, C'est c'est ça ça, aussi. c'est de voir le coût que ça a sur votre vie. Et si on revient là, du coup, au niveau stress et anxiété, parce qu'en général, quand même, l'anxiété, ça, c'est un coût important. Enfin, Mhm, comme on parle d'un état qui est assez durable, ou en tout cas qui est présent, constant et qui est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément fixé sur quelque chose en particulier, mais ce qu'on pourrait appeler des états d'hypervigilance un petit peu. On a toujours en fait la sensation que le danger est partout. Donc déjà quand je vous dis ça comme ça, vous vous dites bien que bah vivre comme ça tout le temps, c'est pas forcément vivable. Euh, donc souvent quand on a enfin les personnes qui ont de l'anxiété, elles sont quand même en recherche justement d'apaisement, de solutions par rapport à cet état qui déjà coûte énormément en énergie, qui peut leur empêcher de faire pas mal de choses et qui fait souffrance aussi, mhm. aussi pas mal. Euh, donc après, c'est vraiment voir en fonction de vous. Est-ce que vous considérez que votre anxiété, votre stress vous empêche de réaliser pardon, des choses qui sont importantes pour vous? Et pour revenir sur la notion d'utilité, parce qu'on a un petit peu évoqué ça, hein, à savoir aussi que, alors on parle parfois de bon et de mauvais stress. Ouais. Du sûrement, ouais, parler de ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que parfois votre stress, qu'on pourrait dire le bon stress, c'est celui qui va vous permettre de passer à l'action, justement pour soit sortir d'une situation, soit pour faire en sorte que ça se passe bien. Euh, Par exemple, vous avez une présentation à faire, que ce soit dans le cadre de votre, on va dire, de votre travail. Vous avez une présentation orale, vous devez présenter un projet devant tout le monde. Vous êtes stressé, vous vous sentez stressé. Là, on va dire que c'est entre guillemets un bon stress. C'est quand votre stress va, par exemple, voilà, de vous préparer. C'est-à-dire que bah, là, vous ressentez du stress par rapport à votre présentation. Donc, vous dites, bon, bah, il faut que je me prépare,
faut que je sache de quoi je parle, donc je vais lire des choses, je vais m'entraîner, je vais bien organiser mes propos et tout. Et en fait, ce stress-là, on peut supposer que si vous aviez pas eu de stress, bah, peut-être que vous ne serez pas tellement préparé et finalement, vous auriez fait une présentation qui était moins bien que si vous avez du stress. Mhm. Là où ça devient, entre guillemets, le mauvais stress, c'est quand ça vous envahit, ça vous paralyse et que ça vous, moi j'allais dire contrôle, mais peut-être qu'on peut utiliser ce mot-là, mais enfin, dans le sens où la réaction ne va pas être aidante pour vous. Donc ça peut être par exemple, bah, vous allez tout faire pour éviter d'avoir cette présentation. Donc là, on est sur l'évitement. Euh, Ça peut être aussi quand vous êtes sur le moment, vous allez perdre tous vos moyens. Mhm. Un peu comme blackout, quoi. Je sais Mhm. plus quoi dire. Ce qui peut arriver de temps en temps, hein, on peut tous Oui, bien bafouiller, sûr, bien sûr. voilà, on peut tous oublier des choses. Mais là où ça devient plus intense, c'est quand ça devient aussi plus persistant euh, et que vous n'arrivez pas à retourner à cet état de diminution de l'émotion en fait, parce que c'est ça, c'est que l'émotion est tellement forte qu'elle va prendre le dessus. Euh, donc l'idée, c'est pas à nouveau de, vous avez, enfin, on vous avez aussi parlé de ça dans l'épisode sur les émotions. On cherche pas à supprimer ces émotions qui sont désagréables parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont une utilité. Mais c'est plutôt comment faire pour qu'elles ne soient pas, qu'elles nous empêchent pas d'être qui on veut être et de faire ce qu'on veut faire. Tout à fait, ouais. En fait, c'est juger plus ce stress négatif ou positif, c'est juger plus sur le résultat, en fait. Est-ce que Mm, ça nous a aidé à subjectivement faire une bonne performance, en tout cas pour nous, mm. ou alors est-ce que ça nous a plutôt empêché de faire notre performance, en fait, concrètement? Oui, que C'est ça un a petit peu ça. paralysé. Voilà, Une paralysé, sorte ou alors mm, tu as tellement été anxieux avant que tu arrives à ta performance et puis tu es complètement lessivé, fatigué, t'as plus une goutte mm, d'énergie parce que tu as tout gâché avant à te prendre la tête à s'il fallait mieux une police d'écriture bleue ou rouge parce que sinon tout le monde allait se moquer de toi si tu avais choisi la mauvaise couleur. mm, Je taquine un peu, mais finalement l'anxiété souvent c'est un peu comme ça, hein. Elle prend des problèmes qui sont un peu fous mm, finalement et pourtant on n'arrive pas à s'en séparer du tout. mm, Et on leur passe. Donc en fait, voilà, c'est ça. Est-ce que ce stress ou cette anxiété ou ou toute cette tension, est-ce qu'elle nous a permis de nous préparer, c'est-à-dire genre, voilà, j'avais une performance demain, donc j'ai super bien révisé, j'ai fait plus que nécessaire, j'ai été peaufiner les détails, ce qui fait que ma présentation, elle est genre au top niveau. Parce que si t'as pas eu assez de stress, t'as pas assez d'anxiété, tu te retrouves à faire comme Yannick de temps en temps faisait ses devoirs. C'est-à-dire genre, bon, on verra, c'est pas grave. Et tu te retrouves avec un devoir qui est pas extraordinaire parce que tu as justement pas suffisamment stressé, monté les enjeux, etc. Et sinon, effectivement, l'inverse, c'est que ça te pose problème, quoi. Donc, c'est un peu un mm. équilibre, en fait, finalement. Ouais, puisque ce que tu as évoqué, ça me fait penser au mécanisme finalement de l'anxiété. C'est un mécanisme d'amplification. C'est-à-dire que des choses qui pourraient paraître anodines ou des détails qui sont pas si importants que ça prennent des proportions Hein, euh, super importantes. Et du coup, c'est de pouvoir rééquilibrer ça aussi. De pas être dans une amplification qui devient invisible. Et ouais. souvent, du coup, dans l'anxiété, tu vas avoir, alors on a un petit peu évoqué, hein, mais l'anticipation, c'est qu'on va créer des scénarios. Donc là, je parlais de nous, ce qu'on appelle toujours dans les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, les distorsions cognitives. Hein. C'était ou biais cognitifs. Donc en fait, c'était, j'en ai déjà parlé, il me semble, Mhm. dans d'autres Ouais, épisodes du tout à fait, ouais. podcast, mais je vais juste répéter rapidement. C'est des schémas de pensée qu'on a qui sont basés sur aucune preuve de la réalité, mais pourtant qu'on va croire et sur lesquels on va agir. Une des distorsions cognitives qui est assez présente dans l'anxiété, c'est ce qu'on appelle le catastrophisme. C'est-à-dire qu'on va toujours imaginer le pire du pire, ce fameux Mhm. et si. Ouais. Ah, mais si je vais à cette soirée et que je me retrouve toute seule toute la soirée,
que personne me parle. Ah, et si quand je vais essayer de parler, tout le monde se moque de moi. Ah, et si quand je vais essayer de me servir pour boire dans mon verre, je vais renverser partout. Enfin, plein de scénarios comme ça, d'imaginer sur le pire du pire. Donc, en général, enfin, l'anxiété, c'est qu'on va imaginer le Mhm. négatif. Et donc, cette anticipation-là, ça va nous faire parfois, on retrouve ces stratégies hein, pour faire face à nos propres peurs et nos propres pensées, de se dire, bah, pour éviter que ça arrive ou pour éviter le stress que ça va m'engendrer quand je vais être sur la situation, bah, je vais pas y aller tout simplement. Parce que il y a aussi ça, et juste pour revenir, parce que j'y ai pensé, mais j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand tu as parlé on Mhm. donnait l'exemple du pont là. Quand Ouais, t'arrives devant le pont et que tu commences à ressentir toutes les sensations physiologiques liées au stress ou à l'anxiété, en fait, il y a aussi une stratégie qui vise à éviter de ressentir ces sensations-là. Se dire que, ah bah, je sais que si je vais à tel endroit ou que si je vais faire telle chose, ça va me créer de l'anxiété, ça va me créer du stress. Du coup, pour éviter de ressentir le stress, je vais pas faire ça. Donc, exactement, ouais, c'est ça. c'est pas que l'évitement de la situation, c'est l'évitement des conséquences de la situation Mhm, mhm. que ça a sur nous. Tout à fait, tout à Donc, fait. dans le travail, et là, on peut peut-être partir un petit peu sur des outils ou aussi des Alors, pistes. avant d'aller dans Ouais, les vas-y, dis-moi. outils, je pense que ça serait hyper intéressant de donner concrètement comment est-ce qu'on peut reconnaître. Hmm. Parce que c'est des questions aussi, ouais. Ouais, parce que ça fait partie des questions et je pense que, en fait, je pensais pas que c'était une question qui était si présente, mais effectivement, c'est important d'essayer peut-être d'avoir une petite échelle, de se dire, OK, là, il y a peut-être quelque chose qui va pas dans ma vie, ou bien, non, non, moi, tous ces trucs, ça me parle pas, ça a l'air d'aller bien. Parce que c'est vrai que finalement, Hmm. ce stress et cette anxiété, elle peut être consciente, ou alors elle peut être un petit peu enterrée sous la surface, et on se rend pas vraiment compte que tous ces problèmes qui n'ont pas l'air liés, en fait, eh ben, peuvent l'être. Alors après, je pense que de toute façon, comment reconnaître, ça sera des symptômes, des choses comme ça, Hmm. qui ne veulent pas forcément dire que c'est le stress la cause, parce que pris séparément, en fait, ces symptômes, ils peuvent pouvoir dire plein de trucs, et moi, personnellement, je ne suis pas en position de savoir faire un diagnostic ou de choses comme ça, mais c'est plus genre, voilà, du stress et de l'anxiété, c'est souvent accompagné de ce genre de choses. Et si vous reconnaissez un petit peu dans plein de ces symptômes ou de ces comportements ou de ces choses comme ça, peut-être ça peut être intéressant de creuser et de se poser la question, est-ce que effectivement je serais pas un peu trop stressé ou un peu anxieux et puis que c'est quelque chose qui guide ma vie sans que je m'en rendais vraiment compte. Qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Est-ce que tu as des peut-être, si tu veux commencer à donner quelques signes que tu vois, ou alors ça peut être des signes qui sont déjà qui sont répertoriés, etc. dans le stress, comme tu veux. Je pense que c'est sympa de voir un peu de ce côté-là. Ouais, ouais, en fait, je suis en train de réfléchir parce que du coup, ce que tu as dit, ça m'a fait penser aux questions là qui m'ont été posées Mhm. je voulais aussi expliquer pourquoi parfois on n'arrive pas à identifier. Très Et du coup, j'étais intéressant en train de ça, demander, avec est-ce que plaisir. on fait ça d'abord Ouais, ou alors on fait ce que franchement, tu moi as évoqué? ça m'intéresse énormément. Pourquoi est-ce que finalement le stress, on en parle partout, etc. Mais pourquoi est-ce que des fois on n'arrive pas à comprendre ou Hmm. identifier ou prendre conscience que l'on est stressé? C'est une super question ça. Première chose que je vais évoquer, c'est la dissociation émotionnelle. Donc, Mhm. on a un petit peu parlé de tout ce qui est dissociation, déconnexion de son corps dans l'épisode sur les traumas, un des épisodes sur les traumas. Ça fait, ouais. En gros, en fonction des expériences de ce qu'on a vécu, pardon, en fonction des expériences qu'on a vécues, on a pu développer des stratégies, on va appeler là des stratégies d'évitement, mais là, on n'est pas d'évitement de l'extérieur, mais d'évitement de l'intérieur, c'est-à-dire de l'évitement de ses propres émotions, de ses propres ressentis. Ce qui fait qu'on peut arriver une fois adulte, déconnecté de ses ressentis et ne pas percevoir en fait les signaux qui sont envoyés par le corps. Alors soit il n'y a pas de signaux, mais ils sont disons en interne,
C'est là aussi on peut retrouver le développement, par exemple, de maladies, parce que c'est pas porté à la conscience, mais il y a des choses qui sont quand même là. Euh, donc, déconnexion avec ses ressentis, avec ses émotions, qui fait que quand on est face à des situations, eh bien, parfois, en fait, on a l'impression que ça nous fait rien, Mhm. parce qu'on le ressent pas, mais en fait, ça nous fait quelque chose, mais c'est un petit peu enfoui, ou alors c'est pas porté à la conscience. Pourquoi il y a cette stratégie-là? C'est parce que quand on était plus jeune, alors en général, parce qu'on est plus jeune, après, ça peut être aussi si on a vécu un traumatisme à l'âge adulte, mais en général, si c'est quelque chose qui est comme ça, on a des difficultés à ressentir, c'est comme il y a une répétition assez présente, donc c'est quand même souvent plus c'est dans l'adolescence. Euh, c'est parce que le fait de ressentir sur le moment, ça a fait trop de mal. C'est-à-dire que on a vécu des choses, on a ressenti des émotions fortes, sauf que soit les émotions, elles n'ont pas été prises en compte par l'entourage, donc on n'avait pas d'espace pour faire face à ça, soit on s'est retrouvé dans une situation où on ne pouvait pas y échapper. Et la situation dans laquelle on ne pouvait pas échapper était trop forte émotionnellement que le cerveau, le corps, il a dit, OK, ben là, il faut qu'on se protège autrement parce qu'on ne peut pas fuir, on ne peut pas combattre. Mhm. Donc, on se déconnecte de ses émotions. Et à force, si c'est répété, et ben en fait, ça peut devenir un trait plus ou moins permanent une fois adulte. Ce qui fait que bah, quand on est adulte, même si à nouveau, je vous disais, le contexte a changé et on n'est plus dans un contexte de survie où ne pas ressentir ses émotions, enfin, ressentir ses émotions est dangereux, le cerveau, il a appris que c'était comme ça qu'on fonctionnait et que c'est comme ça qu'on a survécu. Du coup, on continue à être comme ça. Donc, il y a cette dimension-là. J'appelle ça dissociation émotionnelle parce qu'on est vraiment sur l'aspect émotionnel qui est un peu différent d'une dissociation où on se regarde d'au-dessus et on a l'impression de ne plus être dans la scène. Oui, Mais je ne vais tout pas à rentrer fait, dans les ouais. détails sur cette dissociation-là. Tout à fait, ouais. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect, vous n'avez pas appris à reconnaître vos émotions aussi. Euh, dans des espaces où, en grandissant, les émotions n'étaient pas forcément quelque chose qui était pris en compte ou même discuté, Valoriser, valorisé. valoriser, ouais. Voilà, Mm. exactement. Euh, et puis aussi un autre élément, alors là je vais dire un terme technique, mais je vais vous expliquer ce que c'est l'alexithymie. L'alexithymie, c'est une difficulté à identifier, exprimer et différencier ses émotions. À l'inverse de la dissociation émotionnelle où je ne ressens pas les choses consciemment, l'alexithymie, c'est je sens des trucs qui se passent dans mon corps, mais j'arrive pas à savoir ce que ça veut dire. Je comprends pas. Je sais pas quelle émotion poser dessus. J'ai un peu des sensations comme ça. Donc souvent, une des manières de gérer ça, c'est de pas trop en prendre compte. Il se passe des trucs, mais je sais pas trop ce que c'est. Bon, on passe à autre chose, quoi. Next! Next. Et ça, on le retrouve, la lexithymie, on le retrouve à la fois chez des personnes aussi qui ont vécu des traumas ou aussi un peu comme je disais tout à l'heure, que les émotions, c'était pas trop pris en compte en grandissant, mais aussi chez les personnes qui ont des neuroatypies, notamment les personnes autistes, Mhm. pardon. On retrouve aussi cette dimension-là. Voilà un peu pour des pistes d'exploration et de compréhension de pourquoi ça peut être difficile de reconnaître ses propres ressentis et ses propres émotions. Euh, et c'est assez, je vais pas forcément dire courant, mais en tout cas, si vous reconnaissez dans ça, vous dites pas, enfin, vous vous sentez pas bizarre. Voilà, c'est sûr dans ce sens-là que je veux Tout dire à ça. fait. Non, c'est super intéressant et je pense que je vais même insister pour tous les camarades masculins qui nous écoutent, parce que l'alexithymie, en fait, est quelque chose qui est beaucoup plus présente qu'on ne le pense, particulièrement chez nous, les gars. Hmm.
Parce que, effectivement, de par notre éducation, de par la société, ce qu'elle attend aussi un petit peu des hommes, le fait d'être proche de ses émotions, c'est pas forcément quelque chose qui est très valorisé, très mis en avant. Alors, oui, on veut être des bonhommes, mais le problème, c'est que vouloir être des bonhommes à tout prix, eh ben, c'est pas juste que si on écoute nos émotions, on va devenir genre, comment on dit, fleur rose, c'est ça, on dit, je crois, tu sais, genre tout Fleur bleue, je crois, non? fleur bleue, merci. Ouais. Exactement, on va pas devenir comme ça forcément. Ça veut aussi juste dire comprendre ce qui se passe en nous, en fait. Et typiquement, chez les hommes, le stress, l'anxiété et donc les problèmes qui vont avec, médicaux, etc., sont souvent perçu très 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 tard, quand ça commence à vraiment partir en sucette, parce que Mm. ces signaux-là, on a tendance un peu à les mettre de côté, justement, exactement ce que tu disais, de dire genre, pff, ouais, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Jusqu'au moment où, et j'en connais quand même pas mal, tu fais un infarctus, ou tu tombes en burn-out, ou en dépression, ou enfin, que d'un coup, ben, t'as plus trop le choix, quoi. Et c'est là Mm. qu'on se réveille un petit peu. Donc moi, c'est mon petit message pour les mecs comme moi qui ont, et je suis le premier à avoir vécu une grande partie de ma vie comme ça et en avoir payé aussi les conséquences. Je fais un petit message pour ceux qui voudront. Ça vaut le coup de se poser un peu la question et de se demander si effectivement, on n'a pas un tas de choses. Et là, ce que je vous encouragerais peut-être à faire, c'est peut-être regarder plus sur les sensations physiques, physiologiques, qui sont plus faciles à repérer au départ que les émotions du style typique. Moi, un truc qui a été classique chez moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais stressé quand j'ai remarqué à quel point j'avais des problèmes de mâchoire, Mm. mais des douleurs de mâchoire à m'en donner des migraines, à bloquer la nuque derrière, etc. Et en investiguant, en me posant vraiment la question, pourquoi j'ai toutes ces douleurs et ces choses-là, et en posant mon attention dessus, j'ai remarqué qu'en fait, dès que je stressais un petit peu et tout ça, je serrais la mâchoire, comme pour contrôler un peu cette Mm. émotion, ce stress. C'est comme si c'était une manière de, voilà, de garder cette tension et les douleurs que ça m'a fait dans la mâchoire, alors qu'en fait, justement, en travaillant sur ce stress, en travaillant sur les moments où je ressentais cette sensation physique, j'ai remarqué que, ah, là, j'ai de nouveau mal à la mâchoire, ou c'est vrai que je sens que ma mâchoire, elle est tendue. Hop, factuellement, enfin, physiologiquement, je la détendais. Après, j'ai commencé à découvrir aussi ce qui était méditation, ce genre de choses qui ont beaucoup aidé, mais juste connecter avec cette sensation-là, Mm. ça a été pour moi la première manifestation visible de ce stress que j'étais là, genre, mais non, moi je suis pas spécialement stressé, franchement, Mm. alors qu'en fait, ben si quand même. Mm. Tout à fait. Bah là, tu donnes déjà des pistes sur comment reconnaître Ouais. chez vous. Je pense que ça part, c'est pareil, ça, on l'évoque peut-être pas à chaque fois, mais on l'évoque souvent, l'auto-observation. Mhm. De partir de vos ressentis. Alors, je vais distinguer si on arrive à ressentir mais qu'on sait pas trop ce que c'est et si on a du mal à ressentir les choses. Si vous ressentez des choses mais vous savez pas trop ce que c'est, enfin, en général, moi, quand j'accompagne des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est de travailler avec comment on appelle ça, des maps, un peu des cartes Mhm. corporelles et travailler justement à l'identification des émotions. C'est super ça, ouais. Donc ça peut être d'identifier, donc vous imaginez vous dessinez, alors visuellement ça peut être aidant de dessiner un peu. Alors vous n'avez pas besoin de savoir dessiner, hein. Moi je suis un petit bonhomme avec, ou alors vous prenez des choses Le bonhomme déjà en faites, bâton. hein. Ouais voilà. Merci oui parce que je l'ai fait à la main, mais du coup c'est les personnes qui Oui, écoutent ne je voient pense à pas visuellement. nos amis Merci podcast. Yannick. Mais vous pouvez prendre des templates, hein, voilà, des formes humaines, et du coup d'essayer de noter comme ça, ah bah là, tiens, quand il se passe telle chose, je ressens ça ici. Ok. Et puis je ressens, donc par exemple, j'ai mal à la poitrine. Ah bah là, j'ai la gorge qui se serre un petit peu. Euh,
à quoi ça pourrait correspondre? Est-ce que c'est plutôt de l'anxiété, de la peur? Est-ce que c'est plutôt un sentiment de tristesse? Donc, bon, là, ce que je vous fais, ça peut être le sujet, c'est l'anxiété et le stress, mais ça vaut pour tout type d'émotion en réalité. Mhm, mhm, Donc, d'essayer comme ça, petit à petit, d'associer des sensations corporelles avec des émotions en vous auto-observant, en questionnant aussi ce qui se passe dans la situation. Qu'est-ce qui fait que là, vous ressentez cette chose-là? Et de prendre note de ça aussi, comme ça va vous permettre de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Et de mieux aussi pouvoir mettre des mots, parce que c'est ça qui manque du coup, c'est mettre des mots sur un vécu. Et on travaille aussi avec les différentes échelles d'émotions. C'est-à-dire que une émotion, elle a plusieurs palettes, on va dire ça comme ça, plusieurs niveaux d'intensité. Et ça peut être vraiment aidant, travailler visuellement. Alors maintenant, vous pouvez trouver quand même assez facilement sur Internet les différentes palettes d'émotions et de travailler comme ça, déjà dans un premier temps pour aider à mettre des mots sur des ressentis. Et je vous invite vraiment à noter parce que ça va vous permettre déjà de garder une trace et aussi de voir s'il y a comment on appelle ça, une continuité, c'est-à-dire des choses qui se répètent mhm, mhm. aussi, que ce soit des répétitions dans les ressentis ou que ce soit répétitions dans les situations qui vous font ressentir telle ou telle chose. Donc vraiment de prendre ce temps-là, de se recentrer sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps et à quoi c'est lié. Donc, tu veux dire quelque chose, toi, Yannick? Non, non, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y en a qui seraient assez classiques, peut-être pour donner comment dire, des choses à peut-être observer qui pourraient être signes d'anxiété? Est-ce que ça serait pas intéressant? Parce qu'il y a des choses qui sont assez classiques, on Hmm. va dire, pour les personnes qui ont du stress ou de l'anxiété, ou des phénomènes physiologiques, ou des phénomènes de comportement ou d'émotion, ou peu importe, en fait, ça dépendra après de ce que vous repérez dans votre Hmm. quotidien. Est-ce que on pourrait peut-être donner une liste non exhaustive, bien évidemment, et après, c'est à chacun de voir. C'est pas parce que vous avez un petit truc dans cette liste-là que ça veut Oui. forcément dire que vous êtes anxieux, et ce genre de choses. C'est peut-être plus pour se donner une petite idée de choses à observer peut-être dans notre quotidien et qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille que peut-être ça serait le temps de Hmm. décompresser un petit peu. Je pense tout ce qui va être lié à des tensions, Hmm. que ce soit des tensions musculaires, par exemple aux épaules. Bah, un des critères notamment de caractéristiques de l'anxiété, c'est quand on va avoir des tensions musculaires au niveau des épaules. Ouais, Il peut y avoir aussi au niveau de la poitrine, donc la poitrine parfois ouais. qui se resserre, ouais. Le ventre, alors c'est souvent au niveau de douleur au ventre. On a aussi parfois envie d'aller aux toilettes quand on est anxieux ou quand on ressent du stress. On peut avoir des migraines. Les migraines, ça peut être C'est aussi un quelque chose classique, ça, d'assez ouais. caractéristique. Tu parlais de la mâchoire aussi, bah pareil, tout ce qui est Hmm. tendu, ouais, niveau musculaire. Euh, la gorge aussi. Alors peut-être, j'essaie de réfléchir si la gorge c'est caractéristique ou pas, ou si c'est que Ça quelques peut, personnes. ça Ouais, peut, mais je pense que c'est peut-être moins courant, ou peut-être ouais, ça, moins c'est peut-être courant, dans ouais. certaines situations, peut-être ça, Hum, hum, ça arrive. hum. Je me dis, c'est pas forcément le truc qu'on me rapporte le plus ou que j'ai pu ressentir le plus. Je suis en train de me poser la question. Mais ça peut, effectivement. Ouais. Le fait de transpirer aussi, c'est quand même Ouais. assez, Hmm. ouais, de augmentation de la transpiration. Ouais, ce qui me vient à peu près en tête, je sais pas si tu as d'autres. Je suis en train de réfléchir. Il va y avoir tout ce qui est aussi réaction un petit peu plus du corps aussi. Ça peut être des signes en fait visibles d'inflammation interne. Et ça Hum, à regarder effectivement avec votre médecin d'où ça pourrait venir. Mais si vous avez des choses comme de l'eczéma, des hum, plaques, des réactions cutanées par exemple, ce genre de choses-là, ça peut être un signe d'inflammation interne et donc de stress du corps. Encore une fois, regardez avec votre médecin si ça vient de hum. ça, si ça vient d'une autre cause, d'une maladie ou autre. Ça dépendra de chaque personne.
Qu'est-ce qui pourrait venir? Vas-y, Je vas-y. pensais aussi, autre que manifestation corporelle, mais plutôt d'une dimension émotionnelle. Mhm, Souvent, quand on ressent du stress ou de l'anxiété, on est plus impatient ou on va avoir tendance à être un peu plus déclenché facilement émotionnellement, plus tendu au niveau aussi de l'activité corporelle. Il y a des personnes, quand elles ressentent du stress, elles vont parler super vite. Ou à l'inverse, il y en a qui deviennent un peu mutiques, ou le fait de se renfermer aussi un peu sur soi. Euh, ouais, et vraiment la dimension émotionnelle qui va aussi être un signe. Si vous mhm, sentez que vous êtes un peu plus irritable ou que vous avez moins de patience, que vous en emportez plus facilement, il y a aussi peut-être quelque chose à creuser derrière au tout niveau à du fait, ouais. stress. Mm. Ou alors des comportements, ça peut être aussi, justement, on parlait d'évitement et de figement, ça Oui. peut être des manifestations aussi dans votre vie, ou est-ce que vous avez l'impression que vous évitez régulièrement les moments d'inconfort, Mm. de, ouais, d'inconfort, je pense que c'est le bon mot. Ou alors est-ce que face à des nouvelles choses ou bien régulièrement en fait vous perdez vos moyens et vous refusez d'avancer peut-être vers cet objectif que vous avez depuis Mm. très longtemps. Mais pourtant vous savez pas trop pourquoi, mais une partie de vous fait que jamais vous faites le premier pas pour aller dans cette direction. Je sais pas, vous avez toujours rêvé de changer de carrière ou j'en sais rien, et que ça fait 10 ans que c'est là dans votre tête, mais que jamais, il y a toujours une excuse pour ne pas passer à l'action, etc. Ça peut être aussi un signe. Je voulais juste revenir aussi sur les phénomènes physiologiques, tout ce qui est douleur chronique, qui n'a pas Ouais. vraiment d'explication. Voilà, vous êtes allé voir 50 médecins et il y a ces douleurs-là, mais on ne sait pas trop, et ce genre de choses. Bah, souvent, même si je dis pas que ça va être forcément dû au stress, faire des choses qui diminuent le stress vont être bénéfiques sur tous ces problèmes, genre fibromyalgie et ce genre de choses. Mm. J'ai pas du tout de difficulté à dire que ça va aider, même si c'est peut-être pas la source, ça j'en sais rien honnêtement. Mais Mm. avoir une meilleure gestion de son stress et de ce genre de stratégie-là, ça va avoir un impact qui est généralement, il y a un bon consensus pour dire Mm. que c'est positif sur ce type de choses-là. Ouais, voilà un petit Et peu. ça me fait penser, quand tu évoques les stratégies, il y a aussi tout ce qui est, du coup, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais sur les pensées. C'est-à-dire que si vous êtes toujours à anticiper, à essayer de vouloir Hmm, contrôler, à essayer de vouloir faire en sorte que tout se passe telle ou telle chose, d'être un peu toujours dans, là je vais parler du coup dans le futur, plus y être un peu toujours en projection dans le futur et à vous demander comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, les fameux et si, de aussi par exemple, vous avez un rendez-vous, vous arrivez super tôt au rendez-vous, enfin, tout ce genre aussi de stratégies que vous pouvez mettre en place qui montrent que, il y a une certaine, on va appeler ça une insécurité par rapport à ce qui va venir ou à l'événement, qui va arriver. exactement, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais proposer aussi une grille de lecture un petit peu différente, qui vienne plus des traditions plus méditatives et ce genre de choses, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi de lire le stress et l'anxiété par ce type de grille de lecture. Alors, très clairement, il faut, en fait, une erreur qu'on fait très souvent quand on se dit genre, oui, mais dans ces traditions, ils parlent de ci, ils parlent de ça, c'est d'essayer de dire, OK, à quoi ça correspond chez nous? Ça, c'est Hmm. un des trucs les plus pièges, c'est de se dire genre, OK, on va prendre notre grille de lecture et on va analyser ce qui se passe chez eux. Je pense que c'est pas forcément la meilleure des stratégies, mais effectivement, il y a des choses que nous on appelle anxiété ou que nous on appelle stress, etc., qui sont identifiées de manière un petit peu différente dans ces traditions. Et quand tu parlais de futur et de ce genre de choses, je trouvais intéressant en fait de regarder de ce côté-là, si ça t'intéresse, que Mhm. je partage un petit peu ça. Vas-y, vas-y. En fait, dans ces traditions-là, il faut savoir que c'est souvent plus simpliste. Parce que l'approche qu'on a eue en méditation, c'est d'observer ce qui se passe en nous.
Et notre grille de lecture, elle va être plutôt de se dire que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et ils ont donné des noms à ces choses-là. Et en général, on a trois grands modes de fonctionnement qui vont être un qui est lié justement un peu plus au futur, à l'activité aussi, à la suractivité, le côté très énergique dans l'action, très, comment on pourrait dire, ça bouge beaucoup, ça vibre beaucoup. On va pouvoir dire ça comme ça. Et ça, en fait, les conséquences de cet état-là, parce qu'en fait, cet état, il est quelque chose qu'on a en nous, mais parfois, il peut s'installer en trop grande quantité. Donc, ils ont une idée que si on a trop de cette énergie-là, il va y avoir des conséquences. Et ces conséquences sont une fatigue du système, une suractivité du cerveau, comme s'il nous échappait, il continuait de tourner, 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 etc. Les pensées, les émotions. Il y a toujours ces grilles de lecture en physiologique, pensée, émotion. Ils séparent en fait les différentes choses, mais effectivement, au niveau de notre système, les manifestations vont être ce, cette impossibilité à s'arrêter, que tout va trop, trop, trop toujours et Hmm. qu'on n'arrive pas à en sortir. Et ça, c'est quelque chose qui, et alors là, on fait un pont avec ce que nous, on connaît en Occident, qui est un pont qui est forcément un peu grossier, mais l'anxiété se retrouve beaucoup dans ce type d'énergie-là. Ensuite, on a une autre énergie qui va être beaucoup plus lente, posée, etc., on pourrait se dire, ah, mais ça, c'est bien alors. Non, parce que de ce côté-là, il existe aussi une léthargie, il existe aussi une incapacité à bouger, il existe une lourdeur. Il peut être lié aux formes plus dépressives ou ce genre de choses Hmm. de notre côté. Encore une fois, je dis pas ça c'est l'anxiété, ça c'est la dépression. C'est juste pour vous donner un petit peu des grilles de lecture différentes. Et quand on a trop de cette énergie de boum, c'est posé, c'est lourd, c'est ce genre de choses. C'est cool en petite quantité. Typique en méditation, il y a certaines méditations, on va aller de ce côté, certaines méditations, on va aller dans la suractivité. Il y a des exercices qui nous permettent d'aller puiser dans ces énergies-là, parce que c'est intéressant d'être des fois très actif, ou d'être Hmm. des fois très posé, très, très lent, d'être dans l'immobilité, ce genre de choses. Et ensuite, il existe un état entre les deux, qui est cet état d'équilibre, qui est présent dans beaucoup de traditions aussi, comme le taoïsme, le yoga, etc., où on parle d'un équilibre entre les deux, comme si ces deux énergies étaient une balance, et eux, leur principe de beaucoup de ces exercices qui existent dans ces traditions, c'est de ramener un équilibre, d'être capable de ni avoir trop d'un, ni avoir trop de l'autre. Et pour eux, c'est là qu'on a notre fonctionnement idéal, notre fonctionnement, entre guillemets, normal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se corrèle pas mal avec nos théories du système nerveux, avec un système nerveux qui est actif ou au repos, ou alors justement dans un espèce d'état Hmm. d'équilibre où il va naviguer entre les deux, mais jamais trop aller d'un côté ou trop de l'autre. Et en fait, ça, c'est vraiment une grille de lecture que j'aime bien utiliser, moi, avec les personnes qui viennent me voir, parce que des fois, c'est un peu plus simpliste, mais des fois, ce côté un peu plus simple est plus facile à comprendre. Genre, OK, j'ai un peu trop de cette énergie-là. Si je compense un petit peu avec de l'autre, ça peut aussi rééquilibrer. Et je trouve ça assez intéressant sur cette grille de lecture. Et je voulais aussi donner cette théorie parce que ça sera lié un petit peu aussi avec l'exercice de la fin qu'on fera tout à l'heure, qui a pour but justement de ni aller trop d'un côté, ni aller trop de l'autre. Ça sera une méditation qui est vachement intéressante pour un peu tout le monde, puisqu'elle va remettre un niveau d'équilibre entre tout. Parce qu'il y a des méditations qui sont meilleures pour les personnes anxieuses, parce que justement, on va rajouter un petit peu d'immobilité, de cette énergie un petit peu plus posée, etc., léthargique, ce qui va compenser un petit peu cette suractivité. Ou alors, pour des personnes qui sont un peu plus justement dans cette léthargie, dans cette impossibilité de voir d'avoir espoir en le futur, etc., tout est dans le passé, ce genre de choses, eh ben, on peut rajouter un peu d'activité du système qui va ramener un petit peu d'équilibre. Mais celle-ci, elle est vraiment genre parfaite pour tout le monde. Je me suis dit que ça serait, ça serait cool. Et en plus, on sort de la pleine conscience habituelle. Donc Ok, ça très sera un bien. petit Tu peu nous plus fais un fun. petit teasing. Voilà. Euh,
Juste pour rebondir sur ce que tu disais, alors je vais pas trop développer parce que c'était pas le sujet de cet épisode, mais typiquement ce que tu m'as dit, ça m'a fait penser à la fenêtre de tolérance Ok? qu'on utilise notamment dans le trauma, mais aussi dans la régulation émotionnelle, où l'idée c'est de revenir à cet état du milieu. Tu vois, Mhm. donc on retrouve cet état du milieu de cet équilibre sain. Et au-dessus, ce qu'on appelle la suractivation et en dessous, l'hypoactivation. Donc, Ouais. hyperactivation au-dessus, hypoactivation au-dessus. Et du coup, quand tu te décris ça, ça m'a fait penser à ça. Et je trouvais ça intéressant alors je sais plus qui a théorisé tout ce qui est fenêtre de tolérance, tout ça. Je pense que c'est une combinaison de plusieurs théories. Mais c'est intéressant parce que il y a des choses qui se regroupent, même si c'est une théorisation un peu différente, mais il y a quand même certaines similarités. Bah, en fait, de toute Euh, façon, je pense que quand on parle de l'être humain et qu'on commence à regarder comment ça fonctionne, finalement, on retrouve des choses communes, des vérités hmm, un petit peu absolues, dans le ouais, sens que, genre, quand on observe, on se dit, genre, bah, voilà, quoi, c'est là. Après, il y a hmm, aussi des choses qui peuvent se ressembler parce qu'il y a aussi eu une époque un petit peu plus passée, justement, qui date avec de la pleine conscience, avec ce genre de choses, où beaucoup de théories qui viennent justement du bouddhisme, du yoga et du taoïsme et ce genre de choses ont été ramenées en Occident. Jung en fait partie, par exemple, des psychologues qui ont ramené des théories un peu plus hmm, justement orientales et qui ont un petit peu adapté ça à l'Occident pendant ces époques. La pleine conscience, justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est typique un exemple de ça. C'est des pratiques qui viennent du bouddhisme, qui ont été uniquement travaillées et développées pour le stress, hmm. particulièrement. Ok. Ça a été à la base fait pour ça. C'était pour résoudre cette problématique-là. Même si dans le bouddhisme, c'était pas que ça. C'est pour ça que je dis toujours pleine conscience, c'est un peu ce qu'on représente sur la méditation, mais en réalité, c'est comme si on parlait d'1% Ouais. de la Hmm, pratique. C'est pas mauvais, hein, pas du tout, mais c'est juste 1%. Et hmm, le problème aussi avec la pleine conscience, et ça, c'est un truc que je pense qu'il est important d'en parler là pour le stress et l'anxiété, c'est qu'on l'a aussi beaucoup vendu comme la solution absolue du hmm. stress et de l'anxiété que, ah, mais si tu as du stress, fais de la pleine conscience, ça va trop C'est marcher. vrai. Hmm, 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 hmm. Oui, pour une partie des gens. Hmm, hmm, hmm. Parce que, justement, je disais, c'est 1% des pratiques. La réalité, c'est que ce 1% des pratiques, le prendre et dire que ça va marcher pour tout le monde, non, c'est trop simpliste. C'est-à-dire que c'est une manière de voir et de travailler son esprit qui va correspondre à certains types de personnes. Mais typiquement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'anxieux et de stressés qui viennent vers moi, qui ont déjà essayé la pleine conscience et qui ont des résultats catastrophiques. Hmm. Catastrophiques de sens de se dire que juste où il n'y arrivait pas, genre impossible, s'asseoir, juste observer ses pensées, observer ce qui se passe, etc. Impossible, une catastrophe, c'est presque intolérable. Ou alors des personnes qui ont même eu des réactions assez négatives, en fait, des choses qui sont remontées, des choses qui presque ils se sentaient plus mal après. Et ça vient du fait que justement, la pleine conscience, c'est pas la méditation, c'est une Ouais. méditation. Hmm, hmm, Et hmm. là, c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette méditation qu'on fera tout à l'heure, qui est drastiquement différente de la pleine Ok. conscience. Donc, pour ceux qui auront déjà testé des Hmm. techniques de méditation de pleine conscience et qui pas été convaincus, ou alors ça n'a pas forcément fonctionné pour eux, c'est pas vraiment leur empreinte cérébrale, on va dire, n'a pas été satisfaite par cette méditation, bah, celle-là peut-être pourra être assez intéressante. J'ai des très bons résultats avec les gens typiques qui ont de Et- l'anxiété sur celle-ci. C'est une qui fonctionne sur pas mal de personnes qui ont qui ont des problèmes anxieux, donc ça pourra être assez cool. Voilà, petite parenthèse. Ok. Non, mais merci, merci de rappeler ça aussi et de mettre de la nuance dans ce qu'on peut aussi entendre sur le sujet. Je suis en train de regarder en même temps les questions qui nous ont été Ouais, posées et est-ce qu'il que y en je a qu'on a note. raté? Bah, tout ce qui va être sur plutôt solutions, outils, du coup, Ouais, on va aborder là. Euh, Juste pour finir sur cette dimension de mieux comprendre ses ressentis et tout ça.
Vraiment, c'est auto-observation. Si vous pouvez tenir un journal de bord, j'appelle ça. Ça peut être aussi aidant. Et puis de vous dire que, voilà, vous donnez le temps. Donc ça, on vous le dit aussi souvent, mais voilà, ça va pas être. Vous n'allez pas trouver la réponse en une fois. Voilà, de prendre le temps aussi de ça et de rester curieux et curieuse en fait. C'est ça aussi, c'est se dire ah tiens là je ressens ça. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que je ressens ça? Voilà, être ouvert à ses propres ressentis. Mhm. Euh, alors, sur des outils, des petites solutions pour réduire. Alors là, j'ai une question. Quelle solution pour réduire le stress rapidement? Est-ce que tu aurais des... Ah. Rapidement. Rapidement. Il y a, bien sûr, il y a des solutions qui permettent de réduire sur le moment le stress. Après, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce que on parle de naviguer dans la vie et on veut des choses qui nous permettent de tolérer notre stress au quotidien, ou alors est-ce qu'on veut construire une résilience au stress Hmm, et faire en sorte que le stress devienne notre pote plutôt que notre pire ennemi. Donc on en revient justement à ce stress qui nous permet d'être dans l'optimisation des performances et quand il devient trop, ne pas lui laisser prendre le gouvernail, on va dire, pour qu'il puisse se faire ce qu'il a envie de faire. Donc oui, il y a plein de techniques et je pense que toi aussi tu dois en avoir plein pour réduire sur le moment. Moi, j'en donne toujours hein, aux gens qui viennent me voir, etc. Tout en expliquant, je pense que c'est très important, que chercher des solutions instantanées hmm, et court terme est bien, mais ne sera jamais suffisant. Ça va permettre on est à un 10/10 de stress, on va peut-être réussir à descendre à un 8/10. hmm, Et si ça nous permet de mieux fonctionner, génial, c'est une première étape. Mais voilà, il y en a un million, hein. On peut partir sur les huiles essentielles, on peut partir sur le fait de faire des respirations, sur le fait de, comment dire, de faire des techniques, justement. On parlait de pleine conscience, il y a des exercices de pleine conscience, d'ancrage, on en avait parlé hmm, hmm, dans un hmm. épisode précédent pour les traumas, je crois que c'était quand on a parlé Ouais, en des fait, traumas. oui. Enfin, tout ce qui est... Et excuse-moi, je te coupe juste vas-y, vas-y, vas-y. c'est tout ce qui va être stratégie de régulation émotionnelle. Mhm, Donc en fait, on avait donné des exemples bah, dans l'épisode sur les émotions, il me semble aussi, sur les épisodes sur les traumas. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez... j'ai mis les timelines à chaque fois des épisodes, donc vous pouvez retrouver ok. exactement quand est-ce qu'on en parle. Mais oui, ça va être tous ces exercices-là. Alors peut-être du coup, pour l'anxiété, peut-être un peu plus d'ancrage. Je sais pas, peut-être Mhm. qu'on pourrait peut-être plus insister sur la dimension ancrage psychocorporelle. Enfin, Ouais, vas-y, on je te peut faire laisse un... Non, non, vas-y, finir. effectivement, on peut faire un rappel sur ce qu'est un ancrage. Un ancrage, en fait, et ça, c'est pourquoi chez les anxieux, c'est assez efficace, c'est parce que ton esprit, quand tu es dans l'anxiété, on est sur le futur, on est sur l'anticipation, tu le disais tout à l'heure, et si, et si, et si. Donc, un truc qui est cool, c'est de, entre guillemets, aller chercher ton esprit et lui dire, maintenant, viens, on sort du Mm. futur et on revient ici et maintenant. Et comment on fait ça? On utilise l'essence. Pas l'essence, hein, les sens, nos cinq sens. Donc, nos cinq sens, pourquoi? Parce que nos cinq sens, ils existent que dans le présent, en fait. C'est-à-dire que si je touche quelque chose, je touche quelque chose. Je suis là. J'ai une sensation physiologique, une impulsion physiologique qui fait waouh, j'ai l'impression d'être super lumineux. Là, vous le voyez pas en podcast, mais genre, c'est C'est divin ici. magnifique. C'est Ouais, divin. et c'est divin. C'est parfait pour le thème. Bon, mais donc je disais, effectivement, ça ramène l'esprit sur le présent. Parce que nos sens, c'est une impulsion qui est dans le ici et maintenant. Et en fait, on peut surfer sur cette impulsion sur nos sens pour ramener un petit peu l'esprit dans le présent. Et donc, si on est plus dans le présent,
eh ben, notre esprit, on évite qu'il parte dans le vagabondage des potentiels, des si, des scénarios catastrophes et ce genre de choses-là. Donc voilà, une technique d'ancrage, et souvent on utilise Mm. le corps aussi. Le toucher est souvent très puissant pour ramener les gens dans le présent. Donc, ça peut être se concentrer sur des textures, ça peut être se concentrer sur des sons, des choses comme ça. Passer d'un sens à l'autre est très Mm. efficace aussi, parce que ça sature un peu le cerveau. Et puis, oh yes! Pardon, mais parce que franchement, Yannick était vraiment très illuminé là, dans la vidéo. Mais là, on me Mais voyait c'est même bon, plus, là. je peux envoyer les flèches. Et donc, ouais, effectivement, toutes ces techniques-là, c'est aussi des techniques qui sont présentes en méditation, euh, qui permettent de ramener l'esprit dans le présent. Donc ça, je pense que c'est, à mon sens, quand on veut avoir une petite bouée de sauvetage et se Mm. dire comment est-ce que je survis à un moment de stress trop intense ou un moment où mon anxiété a pris le contrôle de moi. Mm. Je pense que c'est des bonnes stratégies, à savoir que ça reste quand même un peu une stratégie d'évitement, dans le sens que si on fait pas le travail de fond, Mm. eh ben, ça va pas régler le problème de fond, quoi. Mm. Oui, tout à fait. Pour aller continuer dans ce que tu évoques, ce qu'on peut faire aussi, donc là, ce qu'on a évoqué, c'est vraiment sur la dimension émotionnelle plus corporelle. Mhm, Euh, ce qui peut être aidant aussi, c'est moi, ce que j'appelle le dialogue intérieur. Alors, surtout quand on est sur une anxiété, projection de je vais pas y arriver ou j'ai un examen, enfin, là, plus lié au stress, mais j'ai un examen demain, je commence à paniquer, à perdre un peu confiance. C'est du coup de développer un dialogue avec vous-même de OK, bah, qu'est-ce que je peux me dire qui va me permettre de me rassurer, de me resécuriser? Par exemple, je reprends l'idée de l'examen. Vous commencez à paniquer, vous vous dites, oh, je vais jamais y arriver, je suis vraiment nulle. De toute façon, moi, les examens, j'arrive jamais à bien réussir. Vous avez ça qui vous venait à l'esprit. OK, vous reconnaissez vos pensées, respirez un bon coup. Et on commence à dialoguer avec ses pensées. Dire, non, mais attends, c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. La dernière fois, on a fait un examen, ça s'est plutôt bien passé. Ou alors, ah, mais j'ai super bien révisé pour cet examen. Voilà, je vais faire du mieux que je peux. Là, je me suis préparée au maximum que possible. Euh, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Donc, je vais essayer de réussir. Enfin, des petites choses comme ça, des petites phrases que vous pouvez vous dire à vous-même qui vont permettre en fait de pas laisser les pensées négatives ou les pensées insécurisantes prendre le dessus sur vous, en fait. L'idée, c'est, je prends en compte ce que tu es en train de me dire, la partie qui doute, la partie qui s'inquiète. Pour autant, je vais pas te donner toute la place, ok? Parce qu'il y a une autre manière aussi de voir la réalité, de voir les choses. Et ça, selon les personnes, donc là, c'est si vous n'êtes pas non plus trop déclenché émotionnellement, parce que quand on est trop déclenché émotionnellement, c'est l'émotion qui va prendre le dessus et vous pouvez essayer de dialoguer, ça va pas forcément être évident. Donc d'abord diminuer l'émotion. Mais ça peut être aidant aussi, ce petit dialogue avec vous-même pour vous rassurer. Et après, si vous sentez que tout seul, c'est encore compliqué, d'en parler avec quelqu'un de votre entourage qui va prendre cette posture aussi d'essayer de vous rassurer, de vous soutenir, ça peut être aussi aidant. ouais, ok, cool. On Et ah part oui, je voulais sur... juste Oui, aussi vas-y. rajouter, je parlais tout à l'heure de cet équilibre en fait entre ces différentes énergies qu'on peut avoir. J'appelle ça énergie, mais c'est juste pour dire une qualité à l'intérieur de nous. Euh, il y a beaucoup d'exercices de respiration on appelle le pranayama, en fait, qui sont des exercices de régulation de la respiration. En fait, on utilise la respiration pour changer un état cérébral, émotionnel ou physiologique. Ça, c'est très présent dans le yoga. Ils ont été extrêmement forts pour comprendre les liens entre respiration et nos états internes. Et en fait, il existe des pratiques, par exemple, qui sont très utilisées pour les personnes qui ont de l'anxiété, qui vont changer notre rythme respiratoire. Et ce changement de rythme respiratoire va avoir un impact sur la manière dont notre corps fonctionne.
C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de survie, on parlait de repos et de ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait la survie, par exemple? Comment est-ce qu'on est en train de respirer quand on est en survie? On va respirer de manière courte, saccadée, Hmm. peu profonde, rapide et prendre peu d'oxygène et expulser peu de CO2. Voilà. Ça, c'est une qualité de notre corps quand il fonctionne en survie. Il va essayer d'expulser un maximum de CO2 pour le rejeter, mais il va essayer d'être très, très, très rapide comme ça. Et en fait, il existe par exemple des exercices de respiration où tu vas forcer ce phénomène-là. Par exemple, on peut modifier le phénomène de CO2 qui est à l'intérieur de nous. En expulsant plus de CO2, le corps va ralentir, la respiration va ralentir et le corps va ralentir. C'est pour ça que des formes d'hyperventilation, c'est un réflexe naturel du corps. Mais tu peux en fait forcer certaines respirations, il y a des respirations qui sont par exemple comme ça, où on expulse comme ça très 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 régulièrement, et ensuite on le suit par une phase de calme. Et en fait, la respiration naturellement, elle va ralentir, c'est-à-dire que tu vas accélérer ton expiration, vider du CO2, et ensuite, pour compenser physiologiquement, ton corps, il va ralentir sa respiration pour refournir en oxygène, pour réguler sa chimie interne. Et en fait, ça a un impact direct sur notre cerveau, sur notre anxiété, etc. Donc, il y a des techniques comme ça qui peuvent être utilisées à la fois sur le moment, certaines, pour revenir à un état d'équilibre, ou alors d'autres, surtout pour s'entraîner, en fait. Parce que ces techniques de respiration, et ça c'est un des problèmes qui est fait énormément en Occident à mon sens, c'est qu'on utilise la respiration comme un médicament, c'est-à-dire Hmm. qu'on va se dire genre, ce problème on le résout avec une respiration. La respiration, en termes de pranayama, dans le yoga, etc., elle n'est pas utilisée comme ça, elle est utilisée comme un entraînement. C'est quelque chose que tu fais au quotidien et qui, sur le moment, la mémoire physiologique va l'utiliser. Mais c'est en fait quelque chose que tu fais quand tu vas bien, en fait, et qui te sert quand tu vas mal. Mais c'est Hmm. pas quelque chose que tu fais tout le temps quand ça va mal, comme on le fait nous régulièrement, c'est-à-dire qu'on se dit genre, je vais mal, donc je fais une respiration. Hmm. En Hmm. réalité, ça serait bien de faire de la respiration 3, 4 fois par semaine, Ouais. et là, les résultats au quotidien vont se faire sentir. La capacité du corps à gérer sa respiration et ce genre de choses va devenir beaucoup plus grande. C'est comme si on avait Hmm. plus accès à des choses que normalement on fait pas vraiment gaffe. Voilà, je vais juste Oui, non, mais ajouter ça sur ok. les Hmm. outils qui sont utilisés. Donc le pranayama, la respiration, ça c'est une Hmm. des grandes parties. En fait, il y a trois grands outils que j'utilise beaucoup. Le mouvement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup de les choses qui vont en mouvement, Qigong, yoga et ce genre de choses. Ça marche très très bien pour l'anxiété. Ce sera peut-être un autre, un autre truc à faire, mais ça marche très très bien. Hmm. La respiration, donc le pranayama, et la méditation, on en parlera juste après. Hmm. Oui, bah là, on vous a fait, c'est pas du tout exhaustif, hein. Mais Non, non, on vous non, fait tout voilà à des fait. petites pistes après dans voilà, c'est pas un épisode de podcast quoi, surtout que même les nôtres qui sont déjà longs, si vous voulez pas correspondre en 5 heures. C'est ça. Mais l'idée c'est que vous puissiez voilà prendre un petit peu pour vous et de tester et après si vous avez besoin de plus ou si vous avez des questions, voilà, vous pouvez revenir vers nous par message ou autre sans souci. Est-ce qu'on ne ferait pas la petite Avec méditation, plaisir. Yannick? Avec plaisir, on peut se lancer dans cette pratique. Alors, pratique de méditation, parce que pendant l'épisode, j'ai finalement éliminé 2 autres méditations et je suis resté sur celle-ci parce que j'avais prévu des respirations et des choses comme ça, mais j'aimerais donner plutôt une méditation, quelque chose d'un peu plus profond. Donc non, toutes les respirations ne sont pas de la méditation. La relaxation n'est pas de la méditation. Mais ça pourrait peut-être être un sujet pour une autre fois. Mais effectivement, là, on va partir sur une pratique donc méditative qui s'appelle Om. Om, on en a souvent entendu les clichés de la méditation. On est là, Om, Om. Voilà, ça c'est le cliché. À savoir que c'est une véritable pratique qui a plusieurs milliers d'années
et qui est une des pratiques centrales, typiquement dans les traditions védiques, donc yoga, etc. Aum, c'est pas Om, c'est A ou C'est trois sons, Et, pas que deux. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va être important en fait dans la manière dont on va faire cette méditation. Parce que cette méditation, on va faire un son. On va pas juste être là à rien faire. Et ça, c'est pour ça que les anxieux aiment bien cette méditation. Parce qu'on ok. n'est pas juste là, Hmm, assis face à nos pensées, à devoir observer le bordel que c'est dans notre tête. Chose qu'on n'a pas forcément envie de voir quand on est anxieux. hmm. D'accord? Donc là, c'est un truc un peu différent. On va utiliser plus le corps, le son, pour mettre notre physiologie dans un état qui est cet état méditatif. Donc, parce que le but de la méditation, c'est ça, c'est de nous amener vers un état qui est cet état méditatif, ce qu'on appelle communément la paix intérieure, la paix mentale. Donc, ce moment où le mental, les pensées, les émotions se calment pour laisser place à autre chose. Donc, très bon résultat avec ce son qu'on répète, parce que ça va permettre au mental de s'accrocher à quelque chose, d'avoir quelque chose à faire. Et c'est comme si ça allait un peu l'endormir, en fait. Pas l'endormir dans le sens, on va devenir comme ça, léthargique, tout bête, et puis on va plus rien penser. Non, non, juste le chaos mental, le flux de pensée va lui descendre petit à petit parce qu'il a quelque chose sur lequel se concentrer. Après, il y a tout un aspect un peu plus spirituel de cette pratique, mais pour l'instant, on va rester vraiment sur la base. Et ce qu'on veut, en fait, c'est utiliser le son et même les vibrations de ce son à l'intérieur. Donc, on va à la fois se concentrer sur le son, A ou trois sons, et on va se concentrer, essayer de regarder où est-ce qu'il vibre à l'intérieur de nous. Parce que chaque son vibre à l'intérieur de nous. La musique a un impact sur nous. La manière dont, quand on chante, ça vibre pas forcément au même endroit à l'intérieur de nous. Et Aum va faire vibrer trois endroits à l'intérieur de nous. Je vous dis pas lesquels, parce que ce sera plus fun de juste essayer ensemble. Et puis Laure, tu vas pouvoir me dire si tu ressens un petit peu une vibration, où est-ce que tu ressens ce son. Donc on va le faire ensemble. Je vais Ok. l'enseigner à Laure et l'enseigner à vous en même temps. Parce que je ne crois pas que tu la Exactement. connaisses, celle-ci. Non, du tout. Je savais pas du tout Voilà. ce qui allait se passer. Tu vois, je découvre en même temps que les personnes qui écoutent. Et on vous invite, donc les personnes qui nous écoutent, à faire en même temps cette méditation, soit tout de suite maintenant là quand vous écoutez, ou de revenir dessus plus tard en fonction de à quel moment vous écoutez. Mais le but aussi qu'on vous le fasse comme ça j'allais dire en direct, c'est pas tout à fait en direct, mais en tout cas de d'écouter pour vous, c'est que vous puissiez aussi vous le faire et l'intégrer et tester pour que ça puisse vous être utile. Exactement. Pour voir les résultats, va falloir tester, sinon ça marchera pas. Voilà, c'est ça. Et à savoir aussi, la méditation, c'est pas un truc qui va vous faire aller bien en une fois. C'est comme le sport, si vous voulez perdre du poids ou prendre du muscle, ça va demander une répétition. Donc, attendez-vous pas à faire une session de méditation et que votre vie change. Oui, vous allez être un peu relaxé, ça c'est les bénéfices immédiats. Mais si vous voulez les vrais bénéfices où même scientifiquement on peut mesurer une diminution du stress, de l'inflammation du corps, de l'anxiété, de tout ce genre de choses-là, il va falloir faire un petit peu plus. En général, on dit 2 mois, 3, 4 fois par semaine. Et c'est là où, scientifiquement, on mesure des résultats. Juste pour vous donner Donc, vous pouvez petite- répéter la médication qui va suivre, là, et la fréquence sans que problème. vous a dit Annick, voilà, la refaire plusieurs fois. Sans problème. Donc, on va faire les trois sons ensemble. Ok. On va commencer, en fait, par faire A. Et pour ça, on a simplement à ouvrir complètement la bouche et faire un son. Et ça va forcément être A. On peut le faire ensemble. Donc, Ah. ah, et on va le Ah. tenir comme ça un petit peu. Ok. Donc, ah, Ah. super. Ensuite, on va fermer la bouche à moitié. Et là, on va remarquer qu'on fait ouh. Ok. Tu peux essayer. Vas-y. Ouh. Ouh. Et on voit qu'on a la bouche qui n'est pas complètement fermée. Ouvert à moitié. Ouh. Ouh. Et si on ferme complètement la bouche, sans te dire ce quel son ça fait, si tu fermes complètement la bouche et que tu essaies de faire un son, qu'est-ce que ça donne? Si tu le tiens un peu, Ouh. exactement. Hmm.
Donc, on a nos trois sons. On a A, ou, et là, on a nos trois sons. Et si on veut le faire un petit peu plus fluide, un petit peu plus naturel, il suffit simplement d'ouvrir grand la bouche et de la fermer petit à petit. Ça fait A. Au début, c'est normal, vous allez faire A, ou, et ça avec la Je pratique, en me sens fait, très débutante. totalement normal, vraiment. Mm. Et en fait, une des objectifs de progression, c'est de rendre le plus fluide Mm. possible. Le deuxième objectif de progression, c'est de faire en sorte que le A, le OU et le soient à peu près de temps équivalent. Mais au départ, vous embêtez pas trop avec ça. Simplement, les trois sons lors d'une respiration. C'est-à-dire qu'on va prendre une grande inspiration et sur une expiration, on va faire ces trois sons. Si vous avez de la peine à les fluidifier, vous faites simplement Aum. Aucun problème. Et ensuite, on va laisser un petit silence et recommencer. Et ça, on va le faire quelques fois. Là, dans la méditation qu'on va faire aujourd'hui, on va le faire une dizaine de fois maximum. Normalement, traditionnellement, on va le pratiquer plutôt 21 fois minimum et jusqu'à 108 fois si vous êtes dans le yoga. Ah oui, ça oui, ouais. Ouais, ça, c'est le traditionnel Aum est pratiqué par ce qu'on appelle un mala de 108 billes. Un mala, c'est les petits colliers de perles comme ça qu'on voit les gens qui méditent porter. À la base, c'est pas censé faire spirituel, faire classe, etc. C'est censé être un collier de méditation ou un collier de prière selon les traditions. Donc voilà, juste pour compter en fait ces répétitions. La petite parenthèse qui sert à rien, mais toujours Non, fun. mais si, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Donc, on va faire ensemble, on va fermer les yeux. Au niveau de la position, la simple chose que je vous demande, c'est d'avoir le dos droit. Le reste, peu importe, mais un dos droit. Là, moi, je suis sur une chaise, donc je vais faire ma méditation sur une chaise. Comment est-ce que je fais? Je pose les pieds bien au sol, une position bien droite. Je suis à l'aise et mes mains, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les poser sur mes genoux. On va les poser paume vers le ciel. Ensuite, on va fermer les yeux. Et en même temps que moi, vous allez simplement faire les trois sons. Et ensuite, on fera un silence et je reprendrai une nouvelle fois les trois sons et ainsi de suite pendant environ une dizaine de répétitions. Et ensuite, on restera silencieux pendant un petit moment. Donc, on va prendre déjà, juste avant de faire les sons, on va se relaxer un tout petit peu. On va prendre une grande inspiration et expirer toute l'air de nos poumons. Et on sent que sur chaque expiration, on se tasse un peu dans nos sièges, on se relaxe, on se détend. On va prendre une grande inspiration à nouveau et on expire toute l'air. Et une dernière, troisième grande inspiration et on expire. Bien garder les yeux fermés et on va commencer en même temps que moi. Ah. Si jamais votre arme est plus court, il n'y a pas de problème. Vous restez silencieux ensuite un tout petit instant. Et on recommence. Ah. Encore un. Ah. Ah. Ah.
Essayez d'observer où se situe chaque son dans votre corps. Où est-ce qu'il y a une espèce de petite vibration ou sensation? On commence. Ah. 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 On va faire un dernier, ensuite on restera simplement silencieux un instant. Ah. Gardez bien les yeux fermés. Vous pouvez prendre un rythme de respiration normal qui vous convient. Et là, vous pouvez porter votre attention sur le bord des narines, à l'endroit où l'air rentre et sort. Et juste observer cette sensation-là, la température de l'air qui rentre, qui sort, les différences entre les deux, la sensation de l'air qui rentre et qui sort. Continuez simplement comme ça, observez la sensation, hein, gardez votre attention sur cet endroit. Si vos pensées s'égarent, c'est pas un problème. Au moment où vous vous en rendez compte, vous ramenez votre intention sur le bord des narines, tout simplement. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez revenir parmi nous, ouvrir les yeux à votre rythme, prenez votre temps, rien ne presse, et observez si votre état a un petit peu changé, comment vous vous sentez. Vous pouvez un petit peu, si vous sentez que vous êtes un petit peu endormi, vous pouvez frotter un peu vos jambes, frotter un petit peu vos bras. Ça aide pour revenir ici et maintenant, parce que moi j'ai besoin d'être dynamique pour le podcast, alors je reviens. Et moi aussi, là, parce que ça m'a... Surtout, hein, tu sais, en fin de podcast, là. Très efficace. Cette méditation, c'est une méditation vraiment, vraiment sympa que beaucoup des personnes que j'accompagne me font des très bons retours. C'est souvent une méditation qui colle avec beaucoup de gens. Voilà. Pourquoi, je sais pas, mais c'est une qui a souvent du succès. Donc, n'hésitez Bah, pas. Et puis, il si c'est faut. pas le cas pour vous, ça veut pas dire que vous êtes nul en méditation ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est pas celle qui vous convient. Il y en existe tellement que il suffit juste de chercher un peu. C'est comme dire je ne suis pas fait pour le sport alors qu'on a testé que le volleyball. Bah, peut-être qu'il faudrait tenter d'autres sports et que peut-être on trouvera notre l'élu de notre cœur, comme on dit. Exactement. Bah, n'hésitez pas à faire des retours aussi, hein, si vous avez fait la méditation. Je pense que Yannick serait content aussi d'avoir des Avec retours. grand Mm. plaisir. Et toi, Laure, alors Mm. ça a été? Tu as senti un petit peu des vibrations à certains endroits ou pas du tout? J'ai senti à la gorge, Mhm. Sur quel son? essentiellement.
le A au début. Et après, j'ai, j'ai moins senti. Ok, Ouais. très bien. Il n'y a pas de souci. Au début, ça va être un peu difficile. Ce que vous pouvez essayer de voir, c'est que, en fait, le A, on va essayer de le rendre le plus profond possible. On va le faire descendre dans le ventre, comme si on voulait faire vibrer le ventre et ouais, très très bas, profond comme ça. Oh. Et vraiment, on l'a au fond. Mm. Ensuite, le OU va monter un petit peu plus, plus vers le haut du torse, comme ça. Ça va être un son un peu plus haut. Et le va résonner en général plus au niveau de la tête, de la bouche, même du visage, etc. D'ailleurs, si vous faites vous verrez que c'est beaucoup plus proche du nez, du visage, etc. Donc voilà, ça peut vous donner une Mm. petite indication sur Ouais, faudrait que je le l'endroit. refasse alors, parce que du coup, peut-être que j'ai pas assez. Ça vient avec C'est-à-dire, le temps. ouais. Mm. Ouais, ça vient avec le temps. C'est pas du tout quelque chose qui est facile à percevoir au départ. Mm. Et surtout, c'est, ça s'entraîne en fait. Ouais, C'est pas genre juste tu arrives et tu es bon à arme. Tu vois ce que je veux dire? Comme je disais, il y a un ouais. peu des niveaux et plus tu vas le faire bien et plus l'impact sur ta physiologie, sur ton corps, etc. Va être efficace. Ok, ça marche. En tout cas, merci Yannick hein, pour ce Petite, moment. avec plaisir. Moi, c'est toujours un grand plaisir d'enseigner une méditation. Donc, n'hésitez pas à pratiquer, à essayer, Mm. et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les méditations et ce genre de choses, avec grand plaisir. Est-ce que ce serait pas notre mission de la semaine? Ah bah là, on peut, hein, c'est facile, facile là. De refaire, si vous l'avez faite là tout de suite déjà, pourquoi pas la refaire, cette méditation-là, et si vous l'avez pas faite, c'est bah, de la faire. Mhm. Je pense que ça peut être une bonne mission. Bah, super, en plus là, on a Ouais. fait une version allégée, version courte. En Mhm. quelques minutes, vous l'avez faite. Vraiment simple. Ouais, tout à fait. Mm. Et Top, pas est-ce que hésiter tu à veux... refaire pour voir les effets aussi. Exactement, Mm. pour savoir si ça vous correspond ou pas, faites-le quelques fois pendant une ou deux semaines et voyez si ça vibre en vous, j'ose dire. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre que tu voulais ajouter avant qu'on clôture Euh, cet épisode? je vérifie juste si on a répondu à peu près toutes les questions. Mhm. Oui, je pense qu'on Ouais, a fait le tour, ouais. Non, je pense qu'on est bon là. On arrive à, je sais pas quand est-ce qu'on a commencé, mais bon, ça fait quand même 2 heures déjà. comme d'hab. Voilà, c'est ça, voilà, parfait. On rappelle que vous pouvez Euh, écouter nos podcasts en plusieurs fois. exactement. Je crois qu'on devrait présenter comme ça le podcast à écouter en plusieurs fois. C'est bon. Bon, bah Mais en tout écoute, cas, si vous voulez super. qu'on approfondisse voilà, quelque chose, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours Mhm. voilà, sur certains éléments que vous voulez qu'on approfondisse. Oui, exactement. Là, c'était une première introduction un peu au stress Mm. et à l'anxiété, mais c'est vrai que tu peux faire 20 heures de podcast sur le sujet, hein. C'est Ouais, vaste. exactement. Tout à fait. Eh ben, écoutez, si vous avez aimé cet épisode, si vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à aussi vous abonner au podcast et à le noter. Nous, ça nous aide beaucoup, ça permet d'avoir plus de visibilité et Mhm. de pouvoir aussi toucher plus de personnes. Et bien, n'hésitez pas non plus à réécouter d'autres épisodes et à revenir pour un nouvel épisode dans 2 semaines. On n'a pas encore le sujet, mais on va voir, ça va se faire. Surtout qu'il y en a déjà un paquet. Là, je crois qu'on a fêté les 20 épisodes. Ouais, là, on a dépassé. Je crois que celui-là, c'est le Ouais, 21. il me semble Ouais. bien. Bon, bah Mm. top. Yes. Écoute, je te souhaite une excellente journée et puis on se dit à la prochaine dans 2 semaines, puisqu'il y a Ouais, un épisode qui sort toutes les 2 semaines. exactement. Et ben, dans 2 semaines, tout le monde. Ciao, Salut! ciao!